Tu passes le step expert comptable, ce n'est pas de produire des comptes, mais c'est de discuter avec ton client. C'est pas le reporting qui compte. Et qu'est-ce que tu racontes de ce reporting? Je vois pas une matière dans notre enseignement, même durant le DEC, où tu apprends à faire ça. C'est la différence entre un expert comptable qui est un très très bon technicien et un expert comptable qui est entrepreneur. Le dirigeant, il va aimer quand il va avoir quelqu'un en face de lui qui a ce profil entrepreneur, où il va se dire en fait ce mec c'est un binôme. C'est un peu de l'admin et il faut rentrer des données dans une base. Mais en fait, une fois que cette donnée est dans la base, elle est structurée, je vais pouvoir faire plein de choses avec, je vais pouvoir conseiller le dirigeant dessus. Nous, les bilans des clients qui jouent le jeu, t'arrives à les sortir entre le 15 et le 28 février au max. Avril, tu commences à avoir les mauvais élèves. Mais ça, c'est possible que si, avant, t'as automatisé tout. Le client boîte à chaussures, moi, il le fait une fois. Hein. Le deuxième, on arrête. Il y aura deux types de collabs. Celui qui va prendre le train et qu'au final va développer ses compétences. Le mec qui a pas envie d'aller plus loin, à un moment donné, t'as plus de taf pour lui. T'as plus de taf. Le côté généraliste spécialiste, je suis pas forcément convaincu. Si t'as pas envie de te spécialiser et que t'aimes bien un peu tout faire, tu vas pouvoir avoir des clients, tu vas arriver à te développer. On est sur un métier où c'est quand même assez facile d'acquérir des nouveaux clients. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où j'ai le plaisir d'accueillir deux experts comptables, François et Cédric, associés du cabinet Rally Conseil. François, c'est pas la première fois que je te reçois, je t'ai reçu dans les débuts à l'époque. Donc pour vous présenter rapidement les gars, je présente un peu Rally Conseil et puis après, on ira sur le fond de cette masterclass. Alors, vous avez créé Rally Conseil il y a 5 ans maintenant, quasiment, vous allez fêter ça dans quelques mois. Vous êtes 30 collaborateurs, un peu plus ou moins 400 clients. Vous avez une activité en expertise comptable, management de transition, CFO part-time, à la fois un cabinet en France, au Portugal, avec une équipe en CFO, vous avez des gens en marketing, vous avez des gens en expertise comptable. Ce que j'aimerais comprendre et montrer aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, c'est comment on passe de 0 à 30 collabs, comment on vit la transition technologique dans l'expertise comptable. Vous l'avez pris assez tôt, en fait, je me rappelle bien. Et puis, j'aurais aussi cette question à vous poser, déjà en premier lieu. Bienvenue à tous les deux. Mais Cédric, je vais te donner la patate chaude à toi directement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable? C'est quoi qui t'a amené dans cette filière? Salut Nicolas d'abord. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Moi, j'ai fait un bac ES, spé maths. Ah ouais. Quand je suis sorti de bac ES, je suis parti en DUT. Arrivé en DUT à Sceaux, j'ai plus fait la fête que étudier. Et je me rendais compte que je n'étais pas forcément au bon endroit. Et j'ai rencontré un mec qui était l'expert comptable, qui était le prof de compta de ma section. Et en discutant avec lui, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Enfin, que ça soit sur le métier, comment il voyait le métier, que ça soit aussi sur l'aspect financier, puisqu'il cachait rien, ou sur l'aspect entrepreneurial, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai lâché le DUT en milieu d'année. Et après, je me suis réorienté vraiment dans le cursus comptabilité, DCG, DSCG. Ok. Et tout en alternance parce que l'école à plein temps, j'en pouvais plus, entre guillemets. Mais concrètement, c'est ce mec-là, c'est cet expert comptable-là qui m'a déjà montré que le métier existait. Je savais même pas ce que c'était un expert comptable à ce moment-là. Et qui m'a donné envie d'aller plus loin dans la filière. Mais qu'est-ce qu'il te raconte en fait pour te dire je suis dans une filière et en fait je veux me réorienter? Ouais, il nous a parlé en fait de problématiques de ses clients beaucoup plus structurantes, on va dire, que de la simple comptabilité. En off, en fait, c'était même pas pendant les cours, c'était vraiment en off. Et du coup, en lui posant des questions, en lui disant: «Mais ce que vous faites, c'est quoi? Vous passez des écritures comptables quand vous nous apprenez?» Ou il m'a dit: «Non, plus du tout, en fait. Je vais beaucoup plus loin, je conseille les gens, je suis tout le temps en réunion». Et je me suis dit: «En fait, c'est ça que je veux, en fait, c'est de passer du temps à aider des entrepreneurs qui ont des super idées business, mais qui ont pas forcément le temps, la volonté ou la compétence de, de structurer et d'analyser leurs propres finances». Avant de te poser la question aussi à François, du coup,
ta vision de l'expertise comptable à ce moment-là et aujourd'hui? Est-ce que tu avais une bonne idée de ce que c'était vraiment le métier ou en fait finalement tu ne l'avais pas jugé à sa juste valeur? Le but de cette question, c'est aussi de permettre peut-être à des gens qui ne sont pas forcément dans le cursus de se dire mais en fait c'est quoi la vraie vie d'un expert comptable? En soi, c'est pour ça que je discutais beaucoup avec lui, hein, parce que quand il nous faisait ses cours de compta, enfin, un peu barbant, tu vois. Tu passais tes écritures d'achat-vente, tu calculais une TVA, etc. Donc en vérité, ça me donnait pas forcément envie, cette partie-là. Et du coup, tu lui demandes, mais vous faites ça au quotidien, en fait. Et là, tu comprends, lui, il t'explique que non. C'est un peu abstrait parce que tu as 19 ans, tu arrives en DUT, tu as 19, ouais, 18, 19 ans. Le mec, il te parle de conseils. Enfin, toi, tu viens juste de passer ton bac, tu es un peu loin du sujet. Mais entre guillemets, ce qui m'a montré, c'est que c'était du relationnel. Donc du coup, c'est pour ça que j'y suis allé. C'était pour la partie relationnelle. Après, est-ce que je savais? Non. Heu, Aujourd'hui, je me rends compte que concrètement, ce que disent, mes confrères sur le sujet, c'est-à-dire, que tu es un peu le pivot de l'entrepreneur, sur tous les sujets, bah, c'est complètement vrai. J'ai l'habitude de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le client, c'est limite, il a besoin de papier toilette, il doit penser à nous, tu vois? Et pas forcément que pour de la compta. Et donc du coup, en réalité, ce que je m'étais pas rendu compte au moment où avant même le DEC, avant même le stage DEC, c'est que notre métier, enfin, quand tu passes le step expert comptable, ce n'est pas de produire des comptes, mais c'est de discuter avec ton client. Mmh. Ouais, et discuter de tout et de rien, pas forcément que des chiffres bien sûr, mais pas que. De discuter du business, de discuter même de sa vie, de sa fonction RH, des problèmes qu'il a avec ses collaborateurs en interne. C'est vraiment toute cette partie-là que je n'avais pas vue et que en fait, je découvre même encore aujourd'hui sur certaines problématiques, tu Mmh. vois? Encore il y a pas si longtemps avec François, on a accompagné, un client qui était bien et qui du jour au lendemain a commencé à avoir des difficultés financières. Je lui dis: «Bah oui, le rôle de l'expert comptable, c'est de l'accompagner sur, l'analyse des chiffres, des plans de redressement et cetera». Mais en réalité, le vrai rôle qu'on avait à ce moment-là, c'était de discuter avec lui et le rassurer. OK. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, généralement, tu es tout le temps au max en termes d'idées, de positive attitude et cetera. Et quand t'arrive ce genre de sujet, bah, tu peux perdre du jour au lendemain toute la confiance que tu as en toi. Et en vérité, on est un peu ce rôle où, on devient son ami, tu vois? Ou son pote, à le conseiller sur des sujets, autres que la finance, quoi. Vous allez après m'expliquer la manière dans laquelle est constitué Rally, mais toi, tu t'occupes plus de la partie expertise comptable. Et toi, François, plus de la partie CFO, management de transition. Euh, Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable et comment ça se fait que tu as pris cette branche chez Rally? Qu'est-ce qui raconte, qu'est-ce que ton parcours t'a amené ici? Yes, merci déjà Nicolas pour l'invitation. Du coup, je l'avais raconté un peu la première fois qu'on avait discuté, mais moi, à la base, je voulais être boulanger. Et mon père m'a dit: «Mais t'es sûr, tu veux te lever tous les jours à 3 heures du matin?» Et je m'étais dit: «Ouais», je faisais beaucoup la fête déjà à cette période-là et je lui dis: «Ouais, mais 3 heures du matin, c'est l'heure où j'arrive en boîte, c'est un peu tard pour rentrer, quoi». Et donc du coup, il m'a dit: «Mais franchement», moi il était directeur financier avant, et donc du coup, il m'a dit: «Fais des études de compta», j'ai fait un BTS CGO, il y avait de la compta, du contrôle de gestion et j'avais une prof et c'est comme quoi ça passe beaucoup, souvent par là, par une personne qui te donne un déclic un peu comme Cédric. J'avais une prof en contrôle de gestion qui était trop bien et qui nous faisait, apprendre plein de choses. Je trouvais ça hyper intéressant de la manière de le faire et je me suis dit: «Bah, OK, c'est cool, on va continuer dans cette voie-là» et du coup, c'est quand même beaucoup de chance par laquelle je suis arrivé par ici et après effectivement, j'ai fait en alternance, comme Cédric et je me suis retrouvé chez KPMG et c'est chez KPMG, je pense aussi que ça m'a donné le goût de ce conseil, qu'on peut donner aux entrepreneurs. Nous, chez KPMG, on faisait tout de A à Z, du règlement fournisseur jusqu'au conseil, avec des reportings aux DG de boîtes qui faisaient plusieurs centaines de millions d'euros. Donc cette partie-là a été hyper intéressante, hyper enrichissante et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est trop cool le métier. Il peut me permettre, OK, de faire des choses où c'est un peu de l'admin et il faut rentrer des données dans une base. Mais en fait, une fois que cette donnée est dans la base, elle est structurée,
je vais pouvoir faire plein de choses avec. Je vais pouvoir conseiller le dirigeant dessus. Et effectivement, c'est là où, en fait, je vais pouvoir faire plein de choses. Et donc, chez KPMG, moi, je faisais beaucoup ça quand je suis arrivé chez KPMG. En fait, ils changeaient d'outil. Et ils s'est passé sur un outil qui s'appelait Talentia Finance. Et l'outil était en version vraiment bêta. Et donc, moi, je travaillais avec la R&D, qui n'est pas très, très loin d'ici, d'ailleurs, pour développer l'outil. Vraiment, rien à voir avec la compta, mais je faisais des requêtes SQL. Je passais mon temps à aider les développeurs à améliorer l'outil. Et cette partie-là, qui était quand même très projet, très finance, mais projet où il fallait faire évoluer pas mal de choses, ça m'a vraiment plu et où, du coup, j'ai eu quand même pas mal d'appétence là-dessus. Donc après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire après ça? Et on m'a proposé un job chez Cefico où je faisais du management de transition. OK. Et où je me suis dit, mais c'est génial, en fait, je vais passer 3-6 mois dans un poste. Je vais faire en sorte que tout s'améliore à fond. Et quand je vais en avoir marre, parce que ça y est, ça roule et tout fonctionne correctement, bah, je vais avoir de nouveau une nouvelle mission où je vais de nouveau repartir de zéro, où je vais devoir de nouveau tout reconstruire. Et c'est cette partie-là que je trouve hyper enrichissante, en tout cas dans le métier de management de transition et même dans les métiers de DAF, c'est que pas une journée qui se ressemble, tu dois toujours construire des nouvelles choses. Les dirigeants, ils ont effectivement toujours des nouvelles idées et du coup, tu as construit un modèle et il va te casser le modèle dans la soirée parce qu'il sera dit, bah non, on va faire différemment et donc tu vas devoir tout réinventer, enfin, tout recalculer et pour pouvoir le conseiller. Et ça, je trouve que ça, c'est cool parce qu'en fait, tu as un métier qu'on peut penser qui est hyper répétitif parce que c'est que de la donnée qu'on rentre. En réalité, j'ai pas une seule journée qui se ressemble et c'est que des choses hyper nouvelles à chaque fois. Tu vois, Cédric, c'est marrant. Du coup, bon, je vais pas avancer trop vite. Ce qui est contre-intuitif, en tout cas peut-être dans l'esprit collectif, c'est de se dire, en fait, nous, notre rôle, c'est pas de faire de la compta, c'est de discuter avec les gens, d'être le pivot, d'être le point central, d'être quelqu'un qui va l'accompagner, le conseiller. Mais tu sais, quand tu réfléchis au cursus expertise comptable, tu dis, mais il peut pas faire ça, l'expert comptable. Il n'est pas compétent pour le faire. Comment, justement, on va chercher cette compétence et qu'on peut se dire, bah, en fait, il y en a plein qui disent, mais moi, je suis là pour conseiller. Mais tu vois, un entrepreneur, il pourrait se dire, je pense que vous avez plusieurs histoires et plusieurs expériences, ou peut-être il y a des entrepreneurs qui sont venus vous voir et me dire, écoute, j'ai un expert comptable, laisse tomber. Est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? Est-ce que toi, tu peux m'apporter une valeur qui est différente parce que le mien, il n'est pas top? Et puis d'autres experts comptables ou d'autres entrepreneurs vont dire, moi, si je n'ai pas mon comptable, je suis en PLS, quoi. J'ai besoin de lui. Comment on va justement créer cette légitimité, sachant que le cursus, dans les faits, il ne nous permet pas de le faire, tu vois? Pour moi, tu as deux principaux points. Le premier, il faut que tu aies des équipes en interne qui soient capables de produire la compta correctement. Parce que mine de rien, tu vas conseiller, mais tu as quand même 60% de ton conseil qui va se baser sur la compta qui a été faite derrière. Donc, il faut que tu sois soit toi au début capable de produire des comptes de qualité pour pouvoir ensuite aller plus loin et faire parler ces chiffres et en même temps les faire parler business et comparer au secteur. Potentiellement dans tes amis, dans tes connaissances, tu as quelqu'un qui fait une activité similaire. Tu te rends compte que ton dirigeant, il fait les choses complètement à l'envers par rapport à cette personne-là. Donc du coup, en fait, tu prends un peu de connaissances un peu partout et grâce aux chiffres qui sont en réalité la preuve que ce que tu es en train de dire, bah, c'est vrai. Bah, du coup, déjà, c'est ce premier point qui te permet d'aller plus loin. Ça, c'est le premier truc. La deuxième, et je pense que c'est malheureusement celle-là, elle est, à mon sens, tu peux pas l'apprendre. C'est un peu de l'inné. C'est quelle appétence tu as pour le business, de manière générale, tu vois. Pour l'économie de manière générale et pas pour de la compta. Est-ce que tu es intéressé? Tu vois, François, il disait, lui, ce qu'il adore dans le management de transition, c'est qu'il fait 6 mois et au moment où il se fait chier, il change. Je l'ai connu toujours comme ça. On se connaît depuis qu'on a 19 ans. Ça a toujours été comme ça, tu vois. C'est en mode. 5 ans que je suis chez Rally, donc ça va. Voilà. Ça va, c'est que t'as pas l'air de t'ennuyer alors. Mais du coup, voilà, tu sais, il a besoin de ce nouveau challenge. Donc, et ça, on va dire, c'est parce qu'il a cette fibre techno-automatisation que, par exemple, moi, je n'ai pas, cette partie-là. Et ensuite, il a cette fibre où il aime bien connaître des secteurs d'activité différents. Il aime bien se renseigner, de savoir
un peu les idées que a l'entrepreneur. Et du coup, dans le cerveau, ça réfléchit, il te sort une idée, t'es pas forcément d'accord avec ce qu'il va te dire. Donc, tu vas pousser le truc, tu vas challenger un peu le mec. Et au final, l'entrepreneur, il aime bien ça. Et cette partie-là, je considère que c'est plus compliqué de l'apport d'information. C'est de la pure appétence pour le sujet. Et moi, ce qui fait, pour répondre à ta question, quand tu dis comment ça se fait qu'il y en a certains qui se disent sans son expert comptable, ils sont perdus, et d'autres qui disent laisse tomber, il sert à rien, il faut que je change. Pour moi, c'est typiquement ça. Est-ce que le dirigeant, c'est pas forcément expert comptable, mais est-ce qu'il a quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer en dehors de savoir s'il a un remboursement de crédit de TVA ou si il doit payer de l'IS à la fin de l'année. Tu vois, est-ce qu'il a quelqu'un pour s'appuyer, pour réfléchir et pour être un peu, tu sais, le moustique qui rôde autour de ton oreille qui te fait un peu chier là. Enfin, tu vois, c'est un peu ce rôle-là. C'était lui, il va avoir plein d'idées et tu vas le regarder, tu vas dire, tu dérailles complètement. Enfin, si tu fais ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Et tu as un débat d'idées avec le mec. Et l'entrepreneur, c'est ça qu'il recherche. C'est comme ça qu'il va se sentir rassuré et se dire, en fait, Cédric, il n'est pas là pour me caresser dans le sens du poil et me dire à la fin de l'année, écoute, c'est bien, tu as fait un bénéfice de 100 000 balles, tu as payé ton IS. Non, il est là pour me challenger et s'assurer que mes idées, qui ça se trouve ne sont pas bonnes, mais au moins sont réfléchies. Tu vois, c'est vraiment ce point-là. Et ce point-là, je pense que tu peux pas là. Je vois pas une matière dans notre enseignement, même durant le DEC, je vois pas un moment où tu apprends à faire ça. Pour le Dans coup, tous les cas, en vrai, c'est la différence entre un expert comptable qui est un très très bon technicien et un expert comptable qui est entrepreneur. En fait. Et effectivement, je pense que le dirigeant, il va aimer quand il va avoir quelqu'un en face de lui qui a ce profil entrepreneur, où il va se dire, en fait, ce mec, c'est un binôme. Et moi, d'ailleurs, très souvent, quand je suis avec des dirigeants, je les accompagne sur la DAF. Tu vois, hier encore, j'ai eu le cas. Et on parlait et je lui disais, tiens, tu vois, nous, chez Rally, on a fait comme ça pour développer notre chiffre, etc. Et en fait, lui, ce qu'il a aimé dans la discussion, c'est une discussion d'entrepreneur à entrepreneur. C'est ça qu'il a apprécié. Ok, hyper clair. Justement, toi, cette expérience que tu as pu avoir, tu vois, c'est quoi les grands enseignements que tu as eu dans l'expérience quand tu étais chez KPMG? Puisque tu as rencontré plusieurs typologies d'entreprises, tu t'es confronté à plusieurs typologies de dirigeants. Comment tu es rentré et comment tu es sorti? C'est quoi les grandes lignes où tu t'es dit, ça, quand je fais chez Rally, je vais réutiliser ça pour apporter de la valeur aux clients qu'on va accompagner? Je pense que le premier truc, en tout cas, que moi j'ai appris chez KPMG, que tu apprends vraiment dans les bigs, c'est la possibilité de switcher d'un sujet à l'autre très rapidement, d'un secteur d'activité à l'autre très rapidement. Tu l'apprends dans quand même quasiment tous les cabinets. Mais ça, dans ma journée, je fais 20 sujets qui sont très différents, surtout en tant que maintenant quand même chef d'entreprise. Je fais du marketing, je fais de la vente. Après, je regarde un truc dans la DAF. Après, je fais une automatisation sur Power BI. Donc, c'est le premier truc, je pense, que j'ai appris. Le deuxième truc que j'ai appris, c'est comment conseiller le client, comment l'écouter plutôt, pour que en fait, ça soit lui qui t'indique là où il a mal, ce qui lui fait mal. Et ça, je pense que la première qualité, c'est l'écoute que tu peux avoir sur le client. Ce qui est, à mon sens, tu vois, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, la compta, c'est la preuve que ce qu'il raconte, c'est la vérité, ou alors c'est la preuve que ce qu'il a fait, bon, c'est la traduction, quoi, de ce qui s'est passé. Donc là, quand toi, tu parles de management de transition, de CFO part-time, et tu racontes ton expérience, en fait, tu t'es tellement confronté à des gens que aussi, tu comprends comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur pain. Et en fait, c'est à lui de te dire où est-ce qu'il a vraiment mal. Et donc, toi, tu peux lui proposer la solution derrière. Donc, un des skills, forcément, j'imagine que c'est forcément beaucoup l'écoute. Quand vous avez créé Rally, pour arriver à ce moment-là, ça a été quoi le point de fusion? Ça a été quoi votre accord de création? Parce qu'on voit bien que, je le sens bien que vous avez deux profils différents, mais qu'en fait, toi, tu peux moins bien fonctionner sans lui, et inversement, toi, tu peux moins bien fonctionner sans lui, parce que c'est une synergie qui se fait. Ça a été quoi un peu votre thèse du départ, et c'était quoi la vision de Rally quand vous avez créé il y a 5 ans, et maintenant, Cédric? Du coup, nous, quand on a créé Rally, on a directement eu du fait, comme tu l'as dit, on a des profils différents. C'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé les problématiques
structuration, d'optimisation juridique, fiscale, Toi, tu vas etc. pas Lui, il ignorer déteste ça. Tu vois, lui, il déteste Ça se ça. voit. Moi, j'adore, tu vois, cette partie-là, me dire, mais attends, là, je reçois un dossier, le mec, il est telle forme juridique, il n'y a pas d'holding alors qu'il y a 15 sociétés. Enfin, tu vois, et j'adore, en fait, entre guillemets, faire du Léo comme ça. Organisé, en fait. Organiser Ok. la structure. François va adorer organiser l'environnement de travail. Process, quoi. Voilà, Toi, le ton petit, à process. mon avis, ça c'est ton C'est histoire. ça. Ok, Tu d'accord. vois. Donc, en vérité, on n'a pas du tout les mêmes appétences. Et ce qui fait que quand on a créé Rally, nous, on s'est connus chez KPMG, on avait quoi, 20 ans. Donc, et on a fait nos études ensemble, etc. Et on a toujours eu, c'est-à-dire que même chez KPMG, il venait me voir quand il avait des sujets fiscaux, je venais le voir quand j'avais des sujets automatisation, alors qu'on était dans la même boîte, tu vois, à ce moment-là. Et ce qui fait que quand on a continué à évoluer, quand on a créé Rally, bah en fait, François, la condition, c'était qu'il ne fasse pas de compta. Il le racontera mieux que moi, mais c'était qu'il ne fasse pas de compta. Et donc, du coup, dès le départ, on a pris ce virage en se disant, en fait, il faut qu'on mêle les deux. Ça va pas se faire directement, parce qu'on part de zéro en termes de cabinet, mais à terme, notre vision, c'est de se dire que les deux sont complémentaires et qu'en réalité, bah, Cédric va prendre un nouveau, je donne l'exemple type, va prendre un nouveau client, il va l'accompagner comme un confrère classique, du mieux possible, avec du conseil du mieux possible. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que ce client-là a un besoin parce qu'en interne, il lui manque des outils, il n'a pas assez de retour sur ses chiffres de manière constante, parce que tu as beau lui dire en tant qu'expert comptable, tu vas lui faire des reportings tous les mois, c'est pas le reporting qui compte. C'est qu'est-ce que tu racontes de ce reporting. Oui, carrément. Et à un moment donné, le seul moyen de faire ce switch, c'est justement passer par François au début et maintenant par les équipes de François, qui n'ont pas du tout les mêmes appétences que les collaborateurs qui bossent avec moi. Ils sont un peu comme François et moi, ils sont aussi complémentaires, sûr, tu bien vois, sûr. entre eux. Et que concrètement, bah, à un moment donné, j'arrive à un moment où je me dis, là, ce client, il faut qu'il ait à un moment donné une couche de François, parce que c'est ça qui va le faire jumper. Mais tu vois, un entrepreneur, pour lui, c'est contre-intuitif de se dire, attends, je fais appel à un cabinet, normalement, je lui confie ma compta. En fait, dans mon esprit, c'est pas logique que je dois avoir deux accompagnements différents, alors que en fait, dans mon esprit, bah, c'est normal qu'en fait, j'ai cet accompagnement. Pourquoi c'est comme ça dans l'esprit collectif? Et comment vous arrivez finalement à vendre, bah, tu vois, ces deux missions à des typologies d'entrepreneurs? Et pourquoi ils acceptent de passer chez toi une fois qu'ils sont venus chez toi? Il reste chez moi hein, quand il passe chez François. Oui, enfin, voilà, je comprends. mais voilà, Ils restent mais chez toi, mais C'est du plus en fait. comment vous arrivez à leur vendre cette valeur? À leur montrer qu'en fait, ils peuvent en bénéficier, tu vois? Bah, en fait, on leur montre. Déjà, en fait, nous, quand ils arrivent chez nous, effectivement, il y a plusieurs typologies d'offres. Et en fait, ce qu'on leur montre, c'est qu'au bout d'un moment, les équipes, c'est des équipes comptables qui savent très bien faire la compliance, qui savent très bien faire que les taxes, etc., sont bien faites et que la compta est bien tenue, que la base, elle est bonne. Mais que par contre, en fait, les questions qu'il a business, effectivement, il a besoin d'un accompagnement plus régulier. Il a besoin d'échanger tous les mois, avoir un espèce de comité de direction où tous les mois, il va pouvoir parler de stratégie, parler de son business, parler de ses chiffres, parler de ses problématiques beaucoup plus régulièrement. Et aussi, parce que très souvent, la compta, ok, c'est très bien, ça te donne des indicateurs très macro, mais très souvent, la première question qu'il va dire, c'est oui, mais est-ce que sur ce produit, je gagne de l'argent? Est-ce que j'ai embauché cette personne? Est-ce que j'ai un ROI suffisant? Est-ce que je lance ce truc? Est-ce que je vais gagner? Et là, les équipes comptables, entre guillemets, elles ne savent pas forcément faire parce que déjà, c'est sur le futur. C'est pas forcément toujours sur des données comptables. Ça peut être on peut calculer des données de productivité, des données, toutes choses, des données sur la logistique, des données surtout sur les stocks et tout. Et donc ça, en fait, c'est plus des données comptables. Et en fait, on lui dit qu'il va avoir un tableau qui lui va lui présenter tous les mois le bon indicateur pour réussir la stratégie qu'il va nous expliquer. On va le challenger sur sa stratégie. On va dire, moi, ma stratégie, c'est de faire ça et ça. On va dire, OK, si ta stratégie, c'est ça, dans ce cas-là, c'est quels indicateurs? Ce sont ces indicateurs qu'il faut mettre en place. Et ensuite, on va les driver avec ça. En fait, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu disais pourquoi dans nos têtes, ça nous semble normal et au final, nous, on est en train de proposer deux choses différentes. C'est que si tu regardes, si j'enlève la partie de François, on va pouvoir te fournir un reporting.
Les chiffres, ils sont bons, on sait faire. Mais là où François a raison, c'est qu'à un moment donné, bah, tu as les chiffres, tu vas dire au client, bah, ta marge, elle augmente, elle est stable. Là, ton recrutement fait que bon, bah, tu perds un peu de bénéfices, mais un peu d'EBITDA, mais est-ce qu'il est plein à 100%? Enfin, tu vois, tu vas pouvoir lui dire, mais tu vas pas aller sur est-ce que ton produit, là, il est assez diversifié? Est-ce que en réalité, là, ce produit-là, là, que tu as lancé il y a 6 mois, est-ce qu'il te fait gagner de l'argent? Enfin, tu vois, tu vas pas aller dans ce niveau de détail. Et ce qu'on propose clairement à notre client quand il va avoir les 2 fonctions, c'est qu'il va garder son niveau de service sur la partie fisca, compta, et cetera. Mais en même temps, c'est une personne qui est isolée, généralement, tu Ouais. vois, la plupart du temps. Il va avoir un mec qui va essayer de parler je viens d'y essayer parce qu'au début, il faut comprendre le business model quand même, qui va essayer de parler le même langage que lui et pas que du chiffre. Et en vérité, aujourd'hui, c'est tout bête, mais c'est pas du tout les mêmes compétences. Tu vois, à aucun moment dans ton DCG, tu fais les enseignements, à aucun moment, en management, on t'apprend à apprécier un business et à le challenger. Tu vois, à aucun moment, on n'a pas de cursus sur ça. Donc, en réalité, c'est pour ça que je dis souvent, nos équipes, il y en a certains qui ont des appétences techniques extraordinaires, mais quand tu vas vouloir parler business, bah, c'est pas leur truc, tout simplement. Tu Ouais, vois, oui, c'est pas leur truc. Et alors que François, ses équipes, et François le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils vont connaître les règles fiscales, comptables, mais ils vont pas enfin, ils ont pas cette appétence de les faire respecter à la lettre. Eux, ils ont l'appétence de discuter de ton business. Ok, c'est très très clair pour moi. C'est-à-dire que la base, quand tu rentres un client, est-ce que. Alors, justement, c'est quoi le funnel d'acquisition des clients? Ou alors, imaginons que. On va prendre ton cas d'usage. Imagine que tu as un client qui veut rentrer en expertise comptable. Il te connaît pas, ou tu as vu sur Internet, c'est-à-dire ça a l'air d'être cool ce que vous faites, ou alors tu as été recommandé par quelqu'un. Tu lui vends quoi? C'est quoi, en fait, le premier point de contact? Et je te poserai la question aussi par ton biais, et comment tu arrives à le faire switcher en expertise comptable si tu peux, et inversement, comment tu le fais switcher de l'autre côté? Nous, je lui parle déjà de la base. J'essaie de comprendre pourquoi il veut changer s'il a déjà un expert comptable. Très important. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de répondre au pourquoi il veut changer, tu n'as rien à aller plus loin. Tu vas Ok. lui dire, tu vas pas être satisfait. Tu dis une bêtise, le mec, il dit, mon comptable, il me coûte trop cher, je considère que je suis pas low cost. Si je considère que je vais pas forcément coûter moins cher. Donc, si c'est ton unique sujet, Mort. je pense que ça sert à rien. C'est pas ce que tu recherches. Par contre, si le mec me dit, ah, Cédric, écoute, j'ai pas assez de suivi tous les mois. Quand j'envoie un mail, j'ai une réponse 3 semaines après et elle est bancale. Quand on te dit tout ça, là, tu dis, bon, bah, sur cette partie-là, je sais que je peux faire mieux, entre guillemets. Donc, tu commences par cette partie-là. Et souvent, très souvent, quand tu discutes avec les entrepreneurs, la chose de pourquoi ils veulent changer, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de conseils. C'est le truc, le mot conseil que tout le monde parle, tu vois. Et en fait, c'est là où moi, j'essaye directement de leur faire réaliser, mais je leur dis, mais comment ça? Tu as ton rendez-vous bilan? Est-ce que il te fait des situations? Enfin, tu vois, tu dis que tu n'as pas assez de conseils. Ah oui, bah, je le vois une fois par an. Et en fait, je lui explique, en fait, c'est juste que ton besoin n'est pas adapté par rapport à ce que lui, il te produit. Et c'est là où je commence en vérité à lui dire, nous, on a 3 offres. Donc, on a l'offre, on va dire, que tu as aujourd'hui chez ton expert comptable. On sera sûrement plus réactif, etc. On fera notre mieux pour être plus réactif, etc. Mais tu as surtout, par rapport à ton besoin, les offres coéquipier copilote chez nous qui commencent à inclure du DAF externalisé semestre, trimestre. Tu auras des petites couches de DAF externalisé, mais qui peuvent te changer la vie. Et en fait, généralement, dans ma discussion, je leur dis simplement, en fait, tu as 2 possibilités. Soit tu as ce qu'on appelle l'offre partenaire, qui est chez nous l'offre que tous les experts comptables te proposent, vraiment la compta, tenue, etc. Et tu pilotes ton entreprise avec 3 à 6 mois de retard, concrètement. Ou soit tu commences avec du coéquipier. Donc, coéquipier chez nous, c'est du semestriel. François intervient en semestriel, donc il intervient 2 ou 3 fois par an sur des points spécifiques. Et du coup, je lui dis, là, en vérité, tu pilotes avec de 6 à 4 mois d'avance. Et je te dis, la principale différence entre ces deux-là, entre ces 2 offres, c'est ça. C'est qu'un tu pilotes en retard, l'autre, tu pilotes en avance. Et ensuite, plus tu vas aller dans l'accompagnement DAF externalisé, plus tu auras une vision précise, des mises en place de choses, etc. Mais ça,
Enfin, tu vois, pas toutes les boîtes ont besoin d'avoir des équipes de François qui interviennent tous les mois. Oui, bien Il y en a sûr. certains, tous les trimestres, tous les semestres, ça suffit largement. Mais ça leur change leur expérience business, on va dire. Donc en vérité, j'embraye toujours sur comprendre un peu pourquoi ils veulent changer. Et je leur dis directement, bah, chez nous, tu peux commencer avec de l'expertise comptable, etc. Mais à un moment donné, tu sais, nos offres sont très claires, tu sais exactement ce que tu peux faire et pas faire sur l'offre que tu as choisie. À un moment donné, si tu ressens le besoin, en vérité, tu sais. Et malheureusement, ça va avec le prix, c'est logique. En fait, on t'apporte plus de valeur, donc forcément, le prix, il augmente. Tu sais que tu peux switcher et que sur l'offre numéro 2, bah, tu auras ça en plus sur les équipes de François. Et au moins, tu sais que tu es au bon endroit par rapport à l'offre que tu as choisie. Et après, c'est à nous derrière d'assurer. C'est le mec qui passe sur un coéquipier et au final, on n'a pas été capable de lui sortir les choses qu'on a dit qu'on allait lui sortir. Là, c'est notre faute. Et là, c'est à nous. Et là, il a toutes les raisons pour se dire qu'on a merdé, entre guillemets, et qu'on fait n'importe quoi. Quand il vient de chez un confrère, très souvent, bah, toute cette partie-là, mon frère, il l'a pas vendue. Lui, il a vendu la comptabilité, tu vois. Mais sauf que le client, lui, dans sa tête, il se dit, bah, il a vendu la comptabilité, mais en vérité, il m'a tout vendu, tu vois. Donc, ça marche pas comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est, Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez aussi une thèse du départ où, quand vous discutez avec l'entrepreneur, lui, en fait, en fonction du chemin qu'il va prendre, pour lui, c'est clair. Donc, c'est normal qu'ils se disent pas, Rallye Conseil va tout me faire, parce qu'en fait, ils vont tout me faire si j'ai pris, la plus grosse offre, en fait. Si j'ai pris l'option. Ok. Très clair. Toi, est-ce que tu arrives à embrayer des clients en management de transition dans l'expertise comptable ou c'est moins valable dans ce cas-là? Alors, sur le management de transition, c'est moins valable, ça arrive. Ça peut nous arriver. On a eu le cas la fin décembre où c'est un gros groupe d'une filiale automobile et elles avaient besoin d'une plaquette au 31 décembre. Et là, on leur a demandé, et ils ont sorti la plaquette en 4-5 jours, un truc qui faisait 300 millions, peut-être en milliards d'actifs. Donc, ça arrive, c'est moins fréquent. Par contre, sur la DAF part-time, ça peut arriver parce qu'on a des clients qui ont leur propre expert comptable. S'ils sont contents de leur expert comptable, on bouge surtout pas. Mais si ça peut arriver que le client il dise moi, j'arrive pas à avoir les chiffres, etc. On dit bah écoute, nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de les avoir les chiffres. On va essayer d'avoir de la donnée qui est propre, pardon. Et une fois qu'on a la donnée qui est propre, si effectivement l'expert comptable, il va bien bosser avec lui en collaboration, tout se passe bien. Et après, ça peut arriver effectivement qu'on passe d'une offre DAF et qu'après on récupère l'expertise comptable. Mais d'ailleurs, tu vois, quand un client il a un expert comptable déjà, et puis qu'il y a un CFO part-time qui arrive, mais d'une autre entité, il n'y a pas des petites frictions là en ce moment-là? Il n'y a pas un peu de rétention d'informations où il faut quand même se dire, bah tiens, lui va me fliquer un peu. C'est quoi un peu la relation qu'il peut y avoir ou pas? Non, parce que généralement, nous, quand on arrive, effectivement, c'est le premier truc qu'on dit à l'expert comptable. On lui dit, on n'est pas là du tout pour te remplacer. Le client, il nous a mandaté pour une mission de DAF. On fait notre mission de DAF. Et effectivement, si on a toutes les informations, etc., et que tout roule très bien, ben, l'expert comptable, il reste en 90% des cas. Il reste pas si effectivement, à un moment donné, on est bloqué et on n'arrive pas à avancer. Il y a effectivement des points de blocage parce que l'expert comptable n'est pas assez réactif, etc. Mais généralement, c'est le client lui-même d'avance, il l'a dit. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, bah, je vous prends déjà sur la partie DAF. Si vous arrivez à marcher avec l'expert comptable, on reste comme ça. Si ça marche pas, parce que moi, je ne suis jamais arrivé, et ben, dans ce cas-là, on switchera et on passera totalement avec vous. Pour toi, à partir de quand un entrepreneur il a besoin de prendre un CFO part-time? C'est quand où là, il commence à avoir une friction là, où tu sens qu'il peut avoir besoin de projection? Alors, tu as dit semestre, trimestre. C'est quoi un peu les moments où tu sens que soit les moments, ou soit les sujets qui font que ce sera important pour lui? Ouais. Moi, souvent, je dis, après, on n'est pas. Effectivement, il peut y avoir en plus des moments, mais souvent, je dis qu'au-dessus d'1 million de chiffre d'affaires et que tu commences à avoir des salariés, etc., ça peut être intéressant de commencer à avoir les premières offres qu'on a avec des rendez-vous d'atterrissage, etc. Parce que ça permet d'anticiper un peu. Et à 1 million d'euros, il ne suffit pas juste de regarder le compte bancaire pour savoir comment ça va se passer. Même en dessous, généralement pas trop, mais en dessous, généralement, voilà, si le dirigeant il a un peu de bon sens, il consulte ses comptes bancaires, il arrive quand même à peu près à piloter. C'est pas fou, mais on n'a pas apporté suffisamment de valeur. Au-dessus d'1 million, effectivement, il y a besoin. Et après, il va y avoir des besoins si il veut vendre, s'il veut faire une levée de fonds. Voilà, c'est plutôt ce genre de stratégie. On va lui dire, OK, bon, dans ce cas-là, il faut qu'on mette une stratégie en place avant pour que tu puisses arriver à lever des fonds
ou pour que tu puisses arriver à vendre au prix que tu souhaites. Okay. Des secteurs d'activité aussi. Et oui, tu dois avoir des secteurs d'activité qui sont qui sont un peu plus chronophages, où il y a un peu plus de produits. Et donc, il faut savoir, si on est rentable, le retail notamment, tu vois, c'est un secteur où il y a plus de besoin de contrôle de gestion que dans d'autres. Ouais, et puis j'imagine aussi, il y a la psychologie de l'entrepreneur. Et il y a l'appétence de l'entrepreneur. Celui qui se dit, je dois être vraiment data-driven, tu vois, même si j'ai 500K. T'as l'entrepreneur qui va adorer voir ses chiffres, qui va adorer réfléchir au truc. Et tu vas avoir celui qui s'en fout totalement. Et effectivement, t'as ça aussi qui compte beaucoup. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi un peu process et accompagnement des clients. Toi, tu as l'air d'être focus pour faciliter peut-être les funnels de production, j'imagine, pour que les outils, ça roule plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour avoir une comptabilité le plus rapidement possible et le plus propre possible pour que, en fait, finalement, vous puissiez soit en produire plus ou soit mieux les accompagner et du coup, peut-être les passer dans d'autres offres? Déjà, ce qu'on a fait depuis le départ, sans leur faire de publicité, chercher un outil, et on a passé beaucoup de temps à ça, à chercher un outil qui nous permet en fait d'avoir une vision un peu différente de la comptabilité. Mmh. J'ai choisi Penny Lane au début, quand ça marchait pas forcément encore hyper bien. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a passé beaucoup de temps avec François à chercher. Et ensuite, ce que nous, on a comme process en interne, le client, il arrive chez nous, on bosse normalement. Et au bout d'un moment, je me rends compte, quand il est que en expertise comptable, je me rends compte que, effectivement, comme tu disais, soit ça va pas assez vite. Moi, l'indicateur que j'ai, c'est l'indicateur tout con. C'est que la TVA doit être sortie 10 jours avant la date limite, minimum. C'est-à-dire qu'en gros, le 15, les TVA sont terminés. Si c'est pas le cas, c'est soit que c'est un nouveau client, ou que tu es encore en train de mettre en place ce process, ou soit qu'il y a un problème autre, potentiellement de productivité sur le dossier. À partir du moment où tu constates ça, là, je me dis, bon, moi, je sais pas faire, mais il y a potentiellement un problème. Parce qu'entre guillemets, on n'arrive pas à... On tient les délais, parce que tu tiens tout le temps tes délais de deadline, tu arrives tout le temps à les tenir, mais tu les tiens pas confort. Tu vois, tu les tiens limite, quoi. Et là, tu te dis, bon, il y a deux possibilités. Soit j'ai mal chiffré à la base. Donc forcément, les collabs, ils n'ont pas assez de temps pour bosser et faire les choses correctement. C'est la première possibilité. Ou soit il y a des choses qui ne sont pas optimisées et qui, en fait, en optimisant, peuvent faire gagner beaucoup de temps. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Cette deuxième solution-là, je dis à François, tiens, ce dossier-là, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas quelque chose pour faire gagner du temps à tout le monde? Et lui, du coup, il va se pencher sur le dossier, il va dire, là, ce fichier-là, tu mets, une connerie, 5 heures à produire ça parce que ça vient de tel et tel endroit, je vais te créer un fichier, et au lieu de mettre 5 heures, tu vas en mettre une. Tu vois? Et une fois qu'on a trouvé ce flux-là, moi, je suis satisfait. Par exemple, là, on arrive sur la période fiscale. Moi, je leur ai demandé, sur leur planning de sortie de bilan, je veux que le 15 avril, on ait terminé la période fiscale. Et en gros, ceux qu'on n'aura pas terminé, ça ne sera pas de notre faute. Ça sera parce que le client n'a pas donné les documents, parce qu'il nous manque des informations essentielles. Mais ça, c'est possible que si, avant, durant l'année, tu as automatisé tout. Sinon, le plus possible, les choses. Et ça, pour le coup, là, je leur envoie le dossier parce que c'est SASP. Tu vois, c'est... Ok, donc si on prend un cas d'usage, il y a un nouveau client qui arrive. Il se passe quoi quand il rentre dans votre cabinet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui discute avec lui? Est-ce que c'est un collab dédié? Est-ce qu'il a des formations? Est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire précisément à telle date? C'est quoi son expérience à lui? Quand il arrive, il a 3 rendez-vous d'onboarding, J0, J30 et J90 ou J60, j'ai plus les 90. 90. Et les deux premiers, le premier rendez-vous, c'est un vrai questionnaire où on lui pose plein de questions sur comment il veut qu'on communique, comment il veut qu'on transmette les pièces, c'est quoi ses concurrents. Ouais, quels sont ses concurrents, c'est quoi ses habitudes business, comment il fait son canal d'acquisition client, qu'est-ce qu'il fait en marketing. Ah oui, donc là, pour vous, le but, c'est de récolter de l'information, non pas que sur la partie je t'envoie des docs, mais c'est aussi l'activité pour comprendre aussi c'est quoi son univers à lui. Exactement. Et pour comprendre, du coup, c'est quoi ces différents flux d'informations au sein de la boîte. Une fois qu'on connaît ces flux d'informations, on va commencer à lui poser des questions sur ces outils. C'est quoi les outils qu'ils utilisent? C'est quoi les outils qu'ils utilisent du coup pour faire la vente de ce produit-là, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on a une petite cartographie
de comment ça doit fonctionner chez le client. Et comment vous historisez ces informations? Est-ce que vous avez un outil spécifique où vous les renseignez? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que c'est une IA qui enregistre? Comment ça marche? Il y a déjà, effectivement, il y a une IA qui enregistre toutes nos vidéos. Et effectivement, en gros, ça, c'est pour le coup, c'est un doc qui est où les collaborateurs ils remplissent le questionnaire et ensuite, en fait, c'est gardé dans le dossier du client pour qu'on puisse toujours aller regarder. Ok. Et dans cette phase d'onboarding, donc une fois qu'on a cartographié les clients, on regarde les automatisations qu'on peut faire avec Pennylane, s'il y a des API qui sont connectables, etc. Et avec les outils qu'il existe. Avec les outils qu'il a. Par exemple, il a un Celsi, OK, c'est connecté. Il a un Shopify, c'est connecté, etc. Il a un Silae, si on fait la paye, c'est connecté. Il y a un Payfit, c'est connecté. On connecte tout ce qui est possible de connecter. OK, très clair. Et quand il y a des choses qui ne sont pas connectables, je sais pas, par exemple, un Amazon un peu spécifique, on a un client où il avait de l'Amazon dans tous les pays et ça ne marchait pas, l'API Pennylane ne pouvait pas marcher. Ben là, on a développé un outil qui va chercher les informations d'Amazon, qui retranscrit les données et qui les intègre dans Pennylane. OK. Et donc ça, c'est un vrai travail effectivement au départ d'onboarding. Donc effectivement, pour te répondre, oui, ils ont pas une personne, ils ont une équipe qui est dédiée, avec 3 personnes qui est dédiée à chaque client. Et du coup, au départ... 3 personnes? Alors pourquoi 3 personnes? C'est quoi les typologies de profils? Qui fait quoi à ce moment-là? Cédric en parlera. C'est 3 niveaux différents déjà. Généralement, ce que je dis aux clients, sur les 3 personnes, je ne m'inclus pas. Je n'inclus pas François. C'est les 3 personnes côté expertise comptable. Donc, tu as la personne un peu plus junior que le client verra jamais, qui fait la partie back-office, on va dire. OK. Et ensuite, tu as 2 personnes, ce qu'on appelle chez nous le réviseur et le manager, qui en fait, à eux deux, sont capables de répondre à 95-98% des demandes des clients. OK. Les 2-3% restants, c'est pour moi. Donc, c'est pour ça qu'ils en ont 3. Donc, déjà, c'est parce qu'en fait, il y a des niveaux de compétences différents. OK. Et en plus de ça, tout bêtement, il y en a un qui n'est pas là. On sait qu'il y a en gros, ils ne prennent pas très rarement leurs vacances en même temps. OK, je vois. Donc, en fait, il y a toujours une permanence, on va dire, sur les dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Si derrière, tu prends les 2 offres de DAF externalisé, tu as une 4e personne qui se greffe à cette équipe-là. Ah oui, d'accord. OK. Le DAF externalisé, qui n'est pas les mêmes. OK, très clair. Donc, on reprend cette partie-là. Donc, tout est historisé. Est-ce que vous avez un outil spécifique qui avec des fiches clients, un CRM, c'est quoi que vous utilisez? On utilise Pipedrive. OK. Pipedrive avec un Trello. Trello nous permet de récupérer les infos dans Pipedrive et de faire la to-do list des choses qui sont à faire. Et d'historiser un peu tous les échanges qu'on a avec le... D'accord. Et donc, en fait, en fonction des 3 personnes, chacun sait ce qu'il doit faire. OK, d'accord. Mais si tu prends le truc... Du coup, c'est long à mettre ça en place, non? Ça a été long. Là, ça commence à rouler. Une fois que c'est mis en place, ça roule vraiment tout seul. Là, en gros, le mec, pour te donner le schéma entier, il vient, prospect, on lui fait le devis, c'est sur Pipedrive. Il dit « Ok, c'est bon, je vais avancer avec vous ». Tu lui envoies la lettre de mission depuis Pipedrive en signature électronique. Une fois qu'il a signé, tu appuies sur « Gagner ». Et de là, tu as plein de vidéos qui arrivent chez le client avec la possibilité, en gros, d'avoir des infos de base sur Rally, savoir qui va être son équipe, de prendre rendez-vous avec son manager pour sa première réunion onboarding. Et parallèlement, le manager va recevoir aussi un mail en disant « Salut, tu as un nouveau dossier, le compte Trello est créé ». Tout ça en automatique. Hein. Donc, en gros, tu as le compte Trello qui est créé, tu connais tes étapes, à quelle étape d'onboarding tu en es, première, deuxième, troisième, est-ce que tu as eu les documents qu'il te faut pour bosser et en gros, tout ça maintenant est automatisé. Ça a mis beaucoup de temps à être mis en place, beaucoup de temps à s'appliquer auprès des équipes parce que c'est quand même une éducation. Mais concrètement, aujourd'hui, tout est automatisé. Ça veut dire que... Ah ouais, ok. C'est-à-dire que quand le client... j'aime bien l'histoire des vidéos qui rentrent, parce que tu vois, t'as pas besoin de répéter la même chose et puis tout le monde reçoit les informations. Ça, c'est plutôt scalable, en tout cas comme onboarding. Tu dis que ça affecte au collab. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est en fonction du plan de charge? Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui dit « Ah bah tiens... » c'est moi. Ok. Non, oui, là, entre guillemets, oui, tu connais tes plans de charge, tu sais qui va choper le nouveau client, soit parce qu'il y a de la disponibilité, soit parce qu'il a un client qui est similaire et tu te dis que tu vas avoir directement des gains de productivité. Je te dis une bêtise, e-commerce, quasiment le même produit, même type de client, bah, tu sais qu'une équipe va le prendre parce qu'en fait, ils ont déjà toute la matrice et tu vas gagner énormément de temps de productivité si c'est eux qui prennent ce dossier-là. Après, tu as les plans de charge, effectivement. Mais effectivement, dans Pipedrive, avant de valider, j'ai mis qui était le manager, qui était le réviseur du dossier. Et quand j'appuie, en fait, ils reçoivent le client reçoit la bonne vidéo avec la tête du bon manager. Et le manager reçoit, on va dire, son Trello en disant, bon, bah voilà ton nouveau client. Donc ça veut dire que toi, j'imagine,
que tu as mappé toute cette expérience, tout ce funnel, tu l'as fait tout seul, tu l'as fait avec quelqu'un, vous avez fait ensemble. Ça, c'est notre responsable marketing. Ah oui, en off, quand tu disais tout à l'heure. Qui est un peu couteau suisse. Et c'est elle qui nous a mis en place tout ce funnel. En gros, on a tous brainstormé, on a dit ce qu'on voulait. Et après, l'automatisation, c'est elle qui l'a géré via Pipedrive. Ok, trop bien. Donc ça, masterclass. Ok, donc après, qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, les outils, Pipedrive, tout est historisé. Donc, exactement. Donc une fois qu'on a la cartographie du client, effectivement, on sait du coup ce qu'il faut faire ou pas. Et là, c'est là où on va mettre en place des automatisations pour faire en sorte que le client, on produise sa donnée en le moins de temps possible. Est-ce que vous avez une durée moyenne de production d'un dossier standard, tu vois? Ou en tout cas, peut-être combien de temps vous preniez à l'époque pour produire une compta et comment, avec tout ce que vous avez mis en place, vous arrivez à produire une comptabilité aujourd'hui? Les exemples les plus simples, c'est quand le client arrive chez nous et te dit « Avant, je recevais mon bilan en mai. » Que la première année, tu arrives à lui sortir en avril. Tu as déjà gagné un mois. Ouais, c'est clair. Et la deuxième année, comme lui, il est sérieux parce que ça dépend aussi du client. Enfin, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux clients. Je fais, nous, on va faire notre possible, mais il faut que toi, durant l'année, tu joues le jeu. Parce que si tu me joues le jeu en janvier, ça ne marchera pas. Si lui joue le jeu, généralement, c'est le cas, quand ils ont vraiment une appétence là-dessus, bah, nous, les bilans des clients qui jouent le jeu, tu arrives à les sortir entre le 15 et le 28 février au max. En fait, ça sort de... Tu vois, là, on commence, là, ils ont repris hier. Je pense fin de semaine, j'ai déjà quelques dossiers bilan terminés, vraiment des petits, et ça va crescendo. Après, on a nos gros clients qu'on sort au 15, bilan entre le 15 et le 28 janvier. Ça va être à peu près ça. Et en fait, ça se suit comme ça. Et ce qui fait qu'en vérité, fin février, normalement, tu as terminé ce que j'appelle tous les bons élèves. Okay. Tu vois, tous les mecs qui ont aussi envie de jouer le jeu avec toi, de mettre leur compte à jour régulièrement, etc. Mars, tu as deux types de profils. Tu as ceux qui jouent un peu moins le jeu, mais qui sont assez importants comme clients, donc on met un peu une bouchée double. Et tu as ceux qui n'ont pas de sujet. Et ils te disent clairement, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'en novembre, on envoie des mails à tous les clients. À quel moment vous avez besoin de votre bilan? Pour que nous, on puisse organiser nos plannings. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, en mars, tu as ceux qui, entre guillemets, n'ont pas d'obligation. Ils n'ont pas besoin de lever de fonds, ils n'ont pas besoin d'emprunt bancaire rapidement, etc. Donc, en vérité, mars, ça leur convient très bien. Surtout s'ils ont eu l'atterrissage avant via François, etc. Ils vont pas apprendre grand-chose, sauf si on s'est planté sur un truc il y a 6 mois. Et ensuite, avril, tu commences à avoir les mauvais élèves. Et donc, du coup, voilà, pour répondre à ta question, la satisfaction, c'est quand tu vois qu'un mec n'arrivait pas à avoir son bilan dans les temps, et au bout de 2 ans, il l'a en fin février, il l'a. Et là, tu te dis, ouais, tout ce qu'on a mis en place, en fait, ça marche bien. Tu vois. Donc, vous parliez de Pennylane comme outil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'utilisez que celui-ci ou alors vous êtes ouvert à d'autres? Non, sur la partie compta, on n'a que Pennylane. Et comment on arrive, j'imagine, aussi à éduquer un client à utiliser ce genre de solution pour qu'il puisse... Parce que tu vois, j'imagine que tu as des gens, ils se disent « Ah, ça me saoule en fait. Moi, je t'envoie le truc et puis avec la boîte à chaussures. » Et puis d'autres qui disent « Ah, c'est trop bien, j'aime trop. » Tu vois, ça, c'est de l'appétence. Et pour le coup, le client, soit il vient chez nous parce qu'il sait qu'on fonctionne comme ça et on lui dit très clairement, il y a Pennylane, ça fonctionne comme ça. Et soit il est OK, il est partant pour le faire, il est même très chaud pour le faire et ça marche très bien. Soit effectivement, il signera pas chez nous. Tu vois, on a même eu un client. Ah, donc ça veut dire que vous avez quand même cette thèse. Si tu viens, il faut utiliser cette solution. Parce que oui. Okay. On a eu un gros client, un beau prospect. Il hésitait entre Odoo et Pennylane. Ok. Et quand Cédric avait fait le call avec lui, il m'a dit vas-y, essaie de le voir pour voir en tant que DAF si tu vois les trucs et tout. Et à la fin du call, je lui ai dit franchement, c'est horrible ce que je vais te dire, mais va pas avec nous, prends un expert comptable qui maîtrise Odoo parce que tu as déjà toute ta logistique qui est dans Odoo. Il avait beaucoup de choses qui étaient dans Odoo. Et je lui ai dit franchement, en fait, on va multiplier les données, on va juste dupliquer les données pour passer de Odoo à Pennylane. T'as pas le coup pour lui, quoi. T'as aucune valeur. Ok. Trouve quelqu'un qui prend nous. Donc, effectivement, nous, il faut. Effectivement, un prérequis, c'est soit le client, il utilise Pennylane, soit effectivement. Au minimum, tu sais, Pennylane te permet de brancher un drive pour récupérer les factures. Au minimum, le client, il faut qu'il soit capable de nous mettre les factures sur ce drive-là. Après, nous, on branche. En gros, comme tu disais, le client boîte à chaussures, moi, il le fait une fois. Hein. Le deuxième, on arrête. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, non, mais j'imagine. Ça, c'est pas du confort de travail pour les pour personne, en fait. Ouais, pour personne. Pour lui, franchement, il aura sa data dans 10 ans oui, c'est ça. Avec un truc pareil.
Et puis en fait. Et puis on va le facturer beaucoup plus cher. Ouais, parce qu'on va lui dire, en fait, t'es hors process, que tu nous as envoyé une fois une boîte à chaussures avec des trucs. En fait, je suis désolé, mais ça te coûte 500 € dans ton envoi de boîte à chaussures. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça arrivait 1 ou 2 fois, mais c'était vraiment des cas spécifiques, genre une reprise catastrophique du mec, du confrère qui a gardé l'information pendant 6 mois. Oui, je vois. Tu vois, tu t'adaptes. Mais en réalité, tu dois à un moment de venir dans un cycle où effectivement, quand tu viens chez nous, bah, c'est fini le papier. Tu vois, et en vérité, c'est dans l'air du temps. Dans quelques temps, on a la facturation électronique. La facture électronique, on n'aura plus de papier, tu vois, ou quasiment plus de papier. Carrément. Ok, hyper clair. De toute façon, moi je pense que c'est hyper vertueux d'utiliser des outils comme Penny Lane, comme Time, peu importe. Oui. En tout cas, parce que franchement, c'est salvateur. Moi, maintenant que je sais comment ça fonctionne bien, ces outils, moi j'ai challengé la collaboratrice qui bosse avec moi dans un cabinet. Et je lui ai dit, on sera le premier bilan qui sort du cabinet parce que quand tu fais bien, quand tu utilises bien cette solution, en tant qu'entrepreneur, déjà tu vires des charges mentales. Et quand tu sais la valeur que tu peux retirer d'avoir tes données financières en temps réel, franchement, tu crées un business différent pour les prochains mois, quoi. Ouais, pour le coup, nous, tu vois, c'est les gens qui ont leur bilan en janvier, c'est 2 types de clients. Ceux qui ont pris les offres les plus importantes chez nous, parce qu'on se doit d'avoir un suivi vraiment très, très précis. Soit ceux qui jouent tellement bien le jeu durant l'année qu'en Oui, t'as rien à vérité, faire, même quoi. en dehors de rien avoir à faire, le collaborateur lui-même a envie de sortir le dossier vite parce que durant l'année, le client jouait le jeu. Ouais, Et tu vois, en termes de relations humaines, bah, le collaborateur, il a envie de rendre service à un mec qui l'a écouté durant l'année et qui n'a pas passé aux oubliettes 80% de ses mails. Ouais, je vois, c'est vraiment une histoire d'empathie aussi. Bien sûr, c'est une relation humaine. Ouais, tu vois, c'est d'humain à humain. En fait, en gros, tu me payes pour un job, mais comme toi aussi, tu as bien fait ton travail de ton côté et que ça m'a aussi facilité la vie, exactement. Du coup, je vais te faciliter la vie. Plus toi et moi, on sera facilité dans la vie, plus toi, tu vas me faire kiffer mon travail et toi, bah, tu auras la valeur du travail que je t'aurais fourni. C'est et puis, en exactement fait, ça. si on arrive à éduquer les clients de cette manière au maximum que l'on peut, ça, c'est top. Ouais, puis au-delà de ça, sur des clients, on a une relation de partenariat Carrément. avec nos clients. Mais en fait, moi, très souvent, ce que je dis, c'est qu'on doit arriver à faire en sorte que c'est un partenaire. Ouais. Et donc, en fait, un partenaire, c'est pas juste un échange dans un sens. Il faut qu'il y ait un échange dans les deux sens pour que ça fonctionne bien. Trop bien. Donc, reprenons la suite du process. On s'était arrêté à l'historisation de tout. On a affecté, tout est OK, chacun a ce qu'il faut. La personne qui fait la production, enfin, les différentes personnes au niveau de le manager, le réviseur et c'est ça. Exactement. Ensuite, c'est là déjà qu'on a fait le premier rendez-vous où on a noté un peu quelles sont ses appétences business, etc. On a déjà des premières informations, on voit en fonction du chiffre d'affaires. S'il a pris des offres coéquipiers et copilotes, qui sont donc nos offres trimestrielles et semestrielles, on va le rencontrer du coup en tant que DAF. Sur cette rencontre qu'on va faire en tant que DAF, on va pousser encore un peu plus pour lui dire, OK, tu as choisi un truc où on va te faire un atterrissage et où on va te faire un reporting au trimestre. Mais est-ce que ton besoin, il n'est pas au-delà de ça? Si on décèle qu'il y a un vrai besoin, on va en fait lui proposer un diagnostic. Et ce diagnostic, il va permettre de mettre en lumière toutes les carences qu'il peut avoir sur sa finance, sur sa RH, sur son juridique, etc. Avec des plans d'action très clairs qu'il peut mettre en place. Le but étant qu'on lui dise, OK, maintenant que tu as ce diagnostic avec c'est quoi tes forces et tes faiblesses, si tu veux, tu peux le faire toi-même. Soit, dans ce cas-là, tu nous délègues de mettre en place tout ça parce que tu sais ce que ça va t'apporter. Le diagnostic, il a dit, OK, c'est quoi tes forces et tes faiblesses, mais c'est une fois qu'on va les avoir corrigées, c'est quoi les gains que tu vas avoir. Et du coup, on peut te les mettre en place avec des offres, pour le coup, mensuelles. On va t'accompagner mensuellement sur ta compta. Donc, ça veut dire que quand tu fais un diagnostic, ça peut être un diagnostic forcément juridique. Donc, toi, il a 15 filiales partout. Donc, il faut que tu ranges et ordonnes. Toi, c'est diagnostic. Dans le diagnostic, effectivement, il y a une partie effectivement juridique. Comment ça fait presque un peu doublon avec les discussions qu'il a eues, mais on lui repose les questions, donc on s'assure qu'il a vraiment mal. Et effectivement, on peut dire à Cédric, lui, typiquement, il est en SAS. Généralement, Cédric l'a vu. Mais en fait, dans le diagnostic, on lui remet avec un petit drapeau rouge en lui disant, t'es dirigeant SAS, tu payes trop de cotisations, tu en as déjà discuté avec Cédric, mais on peut faire un montage et te faire gagner, faire gagner un peu de cotisations. L'idée, tu vois, ça c'est si il y a les offres effectivement coéquipées copilotes. Quand c'est pas le cas,
le diagnostic juridique le fait tout le temps à 4-6 mois après l'arrivée du client. Ok. Parce que 2 choses. Très souvent, tu fais des changements, vraiment très souvent. Et il faut dire ce qui est, d'un point de vue business, quand je m'amuse à faire des transfos, etc., à nous, c'est du chiffre d'affaires Ouais, carrément. Ouais. qui n'était pas prévu à la base. Ouais, bien Ça sûr. rend service au client. Bon, au final, tu lui apportes la valeur. Tu lui dis, écoute, là, tu prends 100 000 euros par an, ça te coûte 180 en tout. Moi, je vais te faire réduire ça à 140 parce qu'on va faire ci, on va faire ça de telle manière. Ça va te coûter tant pour le faire. Donc, la première année, tu vas largement rentabiliser et ensuite, c'est que du bénéfice. Je sais pas un client. Non, mais les gens, ils peuvent pas dire Voilà, non. En fait. Je paye 180, je suis 140. Voilà. Même si tu me factures 10, je m'en fous. Quoi. Voilà, Tu exactement. Tu vois, Donc, tu vois, donc celui-ci, je le fais quoi qu'il arrive. Mais effectivement, il est fait plus rapidement quand on a la partie DAF externalisée, puisque le process est fait en sorte. Moi, généralement, je laisse le client arriver. Et tu sais, je pars toujours d'une bonne foi. Je me dis, quand le mec, il arrive, je me dis, s'il est en SAS, c'est qu'il a une raison d'être en SAS. Il n'est pas en SAS, juste, même s'il m'a dit durant les premiers rendez-vous, oh, je suis en SAS parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Souvent, c'est ça la réponse. Il doit forcément avoir une raison, parce que je pars du principe que le confrère, il a fait ce job, ouais, tu vois. Et c'est au bout de 3-4 mois où tu te rends compte, en fait, non, là, je comprends plus pourquoi il est... Des fois, c'est l'inverse. Hein. Je comprends plus pourquoi il est en SARL ou pourquoi il est en SAS. Parce qu'il a des enjeux qui sont différents. Tu vois, le mec qui est en SARL et qu'en fait, il arrête pas de te parler de levée, de BSPCE, etc. Regarde, tu dis, en fait, t'as un sujet, Coco. Ouais, enfin, tu vois, si tu me parles tout le temps de ça et t'es pas sur la bonne forme juridique, quoi. Et ça, tu t'en rends compte pas tout de suite. Tu vois, donc généralement. À force d'apprendre à connaître aussi. Exactement. Okay. C'est pour ça que je te dis que généralement, je fais ça entre 4 à 6 mois après son arrivée. Je regarde un peu ce qui s'est passé. Le mec qui prend pas de REM, admettons, il vient de commencer, il prend pas de rémunération, il a le Pôle emploi, enfin France Travail maintenant. Bah, tu sais qu'il doit rester en SAS parce que tu as des nouvelles règles, etc. Donc, tu vas pas l'embêter tout de suite, même si c'est pas la bonne forme. Actuellement, pour lui, c'est la bonne forme. Et ensuite, tu réfléchis plus tard, on va dire. Ok. Très clair. Du coup, aussi, ce post-diagnostic que tu fais en amont, il est salvateur pour 2 raisons, je pense. C'est que, du coup, tu connais mieux l'environnement du client, donc tu peux mieux discuter avec lui et mieux comprendre quand il te parle, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur quand ton expert comptable ou le collaborateur il te parle et tu vois très bien qu'il comprend rien à ce que tu fais. Mais aussi, tu peux du coup déceler des... Bien sûr, c'est l'idée. Ouais, bien sûr. Donc en fait, finalement, c'est bon dans les 2 cas. Oui, et puis généralement, en fait, pour le client, il se dit, OK, c'est cool, ils vont me connaître. Et en fait, ils se disent, putain, c'est sérieux. J'arrive, on me fait un diagnostic, j'ai un doc à la fin où je sais c'est quoi mes forces et mes faiblesses. En fait, OK, j'ai déjà eu, même si on m'a rien fait, j'ai déjà eu une forme de conseil, puisqu'on m'a déjà dit ce qui allait et ce qui allait pas. Et c'est la première forme de conseil. C'est quoi les grands classiques d'erreurs ou de choses que les entrepreneurs ils pensent pas, tu vois, ou qui disent, ah purée, tu vois, c'est un espèce de 80-20, quoi. Tu vois. Le classique, le prévisionnel de trésorerie, où ils savent pas à 6-8 semaines combien il va avoir de cash. Ça, je pense que c'est le plus grand classique. Et de ne pas connaître son résultat. Pas du tout savoir en amont du bilan combien ils vont arriver. Et pour le coup, il n'y a rien de pire, parce que même en optimisation pour Cédric, on arrive à Cédric en lui disant, écoute, lui, il va dégager 300 000 euros de bénéfices au 31 décembre, on est en septembre. En fait, encore le temps de faire grave de trucs pour améliorer la situation fiscale et faire en sorte que ça lui coûte pas trop cher à la fin. Mais quand tu découvres le 31 mai qu'il a gagné 300 000 euros, c'est trop tard, quoi. Ouais, je vois. Donc en fait, ah oui, donc ça veut dire que en termes de comment dire, de saisonnabilité d'activité, est-ce que vous avez des pics de chiffre d'affaires ou des pics de croissance, ou c'est quelque chose qui est assez constant en fonction de la... En fait, pourquoi je te pose la question, c'est que, par exemple, je sais pas moi, au mois de juin, tous les entrepreneurs, ils pensent à un truc comme ça, et donc du coup, ça te fait un pic. Notre chiffre d'affaires, il est mensualisé, donc il n'y a pas ce sujet-là. Par contre, en productivité, effectivement, on a des sujets de productivité en juin, septembre, pour la partie DAF, et un peu janvier, parce qu'il y a les budgets, décembre, janvier, on fait les budgets, etc. Donc, tu as décembre, janvier, juin, septembre, à peu près, qui sont les gros mois, parce que juin et septembre, c'est là où on fait les atterrissages pour les dossiers en coéquipier. Et Cédric, lui, ça reste la période classique, janvier, avril, quoi. Mais septembre aussi, hein, c'est étonnant, mais cette année, j'ai pris une gifle. Je suis rentré de vacances, je me dis, c'est quoi ce mois de septembre, quoi. Tu vois, c'est...
Tu te dis, ouais, normalement, tu fais une rentrée tranquille en expertise comptable. Non, Tu vois, pas du tout. et là, cette année, je me suis dit, mais j'ai dit à François, en fait, j'ai programmé mes vacances en septembre, etc. J'aurais jamais dû. Je me suis mis un bouillon jusqu'à fin octobre, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, c'est parce que je l'ai pas vu venir. Moi, effectivement, comme disait François, en expertise comptable, nous, notre vrai, là où c'est chaud, c'est février-mars. Tu vois, là, vraiment, et après, avril, en réalité, c'est chaud sans être chaud parce qu'en fait, dans nos process, avril, le client, il a déjà été formé 50 fois et normalement, il commence à recevoir ses mails en lui disant, écoute, nous, on a fait ce qu'il fallait, on ne garantit plus que ça sorte avant le 15 mai. Tu vois, avril, on a commencé à lui dire ça au client. Donc, en vérité, c'est moins chaud parce que tu t'enlèves la pression parce que tu as redonné la patate au client. Tu vois. Bien sûr. Donc, février-mars, c'est chaud. Mais septembre, ouais, cette année, je sais pas, enfin, même l'année dernière déjà, quand je suis rentré là de congé, parce que moi, je pars tout le temps la première semaine. C'est peut-être pour ça, en fait. Ouais, et du coup, en à plus, chaque on a fois, le je me séminaire en dis. septembre. Et en plus, on a le séminaire en septembre. Ça. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, je me fais Je pense tuer que en les septembre. entrepreneurs, quand ils rentrent je pense que juillet, août, un peu Ils comme tous les réfléchissent. entrepreneurs, en août, tu es sur ta plage et là, tu cogites beaucoup. Ouais, et clair. quand tu rentres, tu veux exécuter, tu te dis, ah, j'ai plein d'énergie, je vais appeler mon expert comptable. Je me souviens de te faire un texto, je fais, les mecs, ils sont rendus remplis d'idées. Trop bien. Et du coup, toi, la période fiscale, comment tu la vis d'année en année? Et comment, là, on enregistre quand? On est le 6 janvier 2026. Comment tu la pressens, celle d'après? Comment tu la vis? Est-ce que c'est une période difficile? Est-ce que c'est... La première année, ça a été un peu plus complexe parce que tu mettais en place ces trucs. Maintenant, en fait, c'est les équipes qui sont déjà en place, qui ont leur portefeuille déjà assez stable. Donc, ils sont staffés normalement, qui reçoivent un nouveau dossier de temps en temps pour remplacer un dossier qui part ou ce genre de choses. Je ne fais aucun stress. À l'époque, alors juste avant que tu poursuives, à l'époque, tu me disais, on recrutait un peu en avance de phase pour que les collabs ils soient... Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, justement. Et du coup, c'est toujours le cas. C'est vrai que, tu vois, si tu prends notre orga aujourd'hui, tu as 2 équipes qui roulent et tu as une 3e équipe qui est la nouvelle équipe, entre guillemets, qui absorbe les nouveaux dossiers un peu plus que les autres. On essaie de répartir, mais celle-ci a plus de bandes passantes. Eux, ils vont forcément souffrir un peu plus sur cette période fiscale parce qu'en fait, c'est leur première année sur 50-60% des dossiers. D'accord. Donc, celle-ci, elle te fait peur. Tu vois, cette équipe-là, et en gros, tu mets un peu les moyens dessus. Rien à voir avec les compétences des mecs, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que le portefeuille n'est pas stable. Donc, sur celle-ci, tu peux te dire, bon, tu sais pas trop comment ça va se passer. Les 2 autres, franchement, normalement, à part bombe, ça roule tout seul, là. Ok. Donc, quand tu surstaffes, tu vois, tu vas te dire, bah mince, en fait, je vais grappiller de la marge. Je vais baisser mon EBE, je vais baisser la rentabilité. Est-ce qu'on accepte de perdre pour croître et continuer à avancer? Ou alors, est-ce qu'on a des solutions justement alternatives pour combler la défaillance ou la perte de chiffre d'affaires, entre guillemets? Tu vois, tu parlais au départ comment on s'est dit qu'on s'est lancé. En fait, quand on s'est lancé, on s'est dit c'est génial parce que on a 2 profils différents, mais on a aussi 2 activités qui sont trop différentes. Cédric, il a une activité avec un MRR, c'est lycée, etc. Moi, ça s'arrête du jour au lendemain et ça redémarre très fort du jour au lendemain. Mais l'avantage des 2, c'est que mon activité, elle est certainement peut-être plus rémunératrice. Par contre, elle est très volatile. Mais par contre, du coup, en fait, ça compense. Ouais, ça permet, en fait, les 2 permettent de se compenser, de se combiner. Et je voulais dire un truc que je l'ai perdu. Qu'on est en train de compenser. Tu vois, le fait que vous êtes surstaffé. En réalité, tu perds pas d'argent. Tu marges moins. C'est très important de le souligner. C'est que tu marges moins, mais tu perds pas d'argent. Littéralement, on va pas prendre des risques, on va être en perte. Tu vois, on n'est pas complètement taré non plus, tu vois, sur le sujet. C'est que expert comptable quand même. C'est que tu sais que, je te dis vraiment une bêtise, au lieu de faire une 40 ou 45% de marge, tu vas peut-être en faire 30. Tu le sais. Mais tu sais aussi que tu absorbes cette croissance-là. Et tu vois, l'année dernière, je crois qu'on a fait une année, la première année pleine, entre guillemets, où tout le monde était bien à 90-100%, tu vois, avant qu'on recrute en septembre. Effectivement, là, t'exploses les scores en termes de rentabilité. Je suis d'accord avec toi, mais les autres années, on perdait pas d'argent. Après, tu construis, quoi. Ouais, en fait, c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs. La croissance d'une boîte, c'est toujours des escaliers. Ah bah, tu montes,
Puis après, à un moment donné, en fait, tu peux pas faire que monter. Enfin, si les grosses startups, elles y arrivent. Mais à un moment donné, en fait, nous, ben, on monte. Puis effectivement, l'année dernière, on s'est dit, en fait, stop. On arrête les recrutements. On stabilise déjà ce qu'on a. On fait en sorte que maintenant, on fasse de la qualité à fond. Juste, on se concentre sur ce qu'on a déjà. On va pas rechercher vraiment beaucoup, beaucoup de clients. Et effectivement, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait fait ça. Du coup, l'année dernière, c'était incroyable en termes de rentabilité parce qu'on était, toutes les équipes étaient à 100%. Ouais, je vois. Et là, du coup, de nouveau cette année, on se dit, bon, ça y est, maintenant, on a stabilisé. On sait qu'on a assuré un peu ce palier-là. Et maintenant, vas-y, on réaccélère et on se remet à rembaucher de nouveau très fort et on rattaque de nouveau. Mais en fait, on a déjà stabilisé un truc en se disant, OK, on a fait une base qui est maintenant solide et c'est celle-là. Franchement, masterclass, les gars. Merci beaucoup pour tous ces éléments-là. C'est hyper concret. C'est quoi la vision de Rally à partir du moment où vous avez créé en 2020, je pense. Enfin bon, il y a 5 ans maintenant, 2021. quasiment. Et aujourd'hui, est-ce que la vision, elle a changé pour toi? Pour le coup, non. La vision qu'on avait, on soit peut-être avoir un avis différent, mais la vision qu'on avait et qu'on n'avait pas la capacité, puisqu'on a démarré de zéro, de faire, puisqu'on n'avait pas les clients pour faire, etc. C'est aujourd'hui qu'on commence à récolter les fruits de cette vision qu'on avait eue à 5 ans. C'est aujourd'hui on commence à arriver à vraiment à mêler les deux, tu vois, vraiment à se dire, bah, tu vois, le management de transition, comme le disait François, c'est une activité qui est complètement à part. Mais en réalité, la partie DAF, externité, expertise comptable, c'est aujourd'hui, on arrive à de plus en plus à la mêler, vraiment à créer une synergie complémentaire. Donc j'ai envie de te dire que non, ça n'a pas changé. À la limite, ce qui a un peu changé. Confirmé, je pense qu'il faut même aller plus loin. Tu vois, Ouais. en fait, on sait aujourd'hui, l'expertise comptable, c'est un produit d'appel pour tout le reste. Et on le voit aujourd'hui, ça marche. Notre idée, et ça marche vraiment à fond. Mais je pense qu'il faut on peut aller encore plus loin et développer d'autres activités encore à côté. Tu vois. Ouais, carrément, carrément. Mais tu vois, à la limite, la seule chose que je vois de différent, mais après, c'est notre activité complémentaire. Quand on a lancé Rally, à aucun moment on avait dans notre tête ce service d'office manager recouvrement client. C'est un truc qu'on a mis en place là. En vérité, ça, c'est une nouvelle vision, mais qui en vérité, comme disait François, tu as ta tête au milieu qui est l'expertise comptable et tu as tes bras qui poussent à gauche, à droite. Et si tu vas vraiment loin, pourquoi demain, on n'aurait pas une société qui fait de la cybersécurité pour nos clients d'expertise comptable? Tu pourrais t'imaginer ça, et si tu veux aller plus loin. Mais en réalité, tu vois, à la limite, la seule vision que j'ai de différent par rapport à il y a 5 ans, c'est que je me rends vraiment compte que tu peux faire autre chose que de l'expertise comptable grâce à l'expertise comptable. C'est un peu... Mais en fait, quand tu dis produit d'appel, je trouve ça trop juste, en fait. Tu vois, tu as ce produit d'appel, après, tu développes des compétences et des skills très fortes sur des sujets. En fait, c'est très facile d'aller leur vendre. En plus, quand tu as fait un audit et tu comprends les besoins des gens, tu sais c'est quoi leurs problèmes, leurs rêves, l'entrepreneur, etc. tu connais tout. Bah tu ouais. connais tous ses chiffres, tu connais tout son business. Donc, tu peux même savoir comment il consomme, la manière dans laquelle, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il... Ouais, tu vois, tu connais même sa vie perso. Ouais, c'est clair. Tu sais qu'il a envie de transmettre à ses enfants. Ça a toujours été le cas. Mais plus tu pousses, plus tu sais qu'il va divorcer. Enfin, c'est con, hein, mais tu vois, c'est des choses que tu sais et au final, c'est des choses sur lesquelles tu peux le guider sur la gestion de patrimoine, sur ce genre de. C'est des choses qu'aujourd'hui on ne fait pas ou qu'on commence doucement à faire. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que je me faisais la réflexion la dernière fois sur la plateforme en ligne Les Guides des Chiffres. On a mis à jour un programme de formation qui s'appelle les Fondamentaux du droit. Donc DCGE 1, ce que tu vois en première année, quoi. Tu vois. Et t'as un cas tout bête. Ok. Quel est le statut marital de l'entrepreneur? Est-ce qu'il est marié sur le régime de la communauté, séparation de biens? Mais quand tu connais pas ça, tu vois, tu peux pas bien l'accompagner parce que tu connais pas son environnement personnel. Et si tu le sais, et bah du coup, tu peux l'accompagner sur la transmission, la donation. Et en fait, tu vois, de ces éléments finalement si anecdotiques. Donc, quand vous dites au début, bah, j'ai cet expert comptable, mentor, prof, qui m'a donné envie, qui m'a montré, ça m'a poussé. Et puis toi qui dis, bah, en fait, j'ai cette prof en contrôle de gestion, là, j'ai trouvé ça incroyable ce qu'elle a fait, c'était top, etc. Du coup, tu vois, le rôle du pédagogue, quand même, il a quand même un impact fort chez les gens, tu vois. Et en fait, je revois un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Dans le cursus, on n'apprend pas des choses, mais il y a quand même des choses entre les lignes qu'on peut apprendre. T'as besoin de cette base. Carrément. Mais tu sais, souvent, c'est ce que je dis, c'est... Toi, quand tu passes le DCG, DSCG, je donne l'exemple, la FISCA. Sur le moment, tu vas te dire, ça va changer,
ça va changer, etc. Mais en réalité, quand tu es au quotidien après dans ton métier, tu te souviens plus de la règle. Je te dis honnêtement, hein, tu te souviens plus de la règle que tu avais appris en licence ou en master. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, tu vois. Mais bizarrement, ton cerveau te dit peut-être que là, il y a un certain moment, il y avait un sujet, laisse-moi aller vérifier, tu vois. Ouais, droit d'enregistrement, tu vois. Voilà, ça, tu dis, ça tombera jamais à l'examen, mais droit d'enregistrement, ça peut t'arriver dans la vraie vie, quoi, tu vois. Et du coup, en vérité, c'est juste, ça te donne la petite bille en mode. Ouais, je vois. Et après, ce que tu as appris, c'est appris à chercher, en réalité. Dans le cursus, tu as appris à chercher, c'est-à-dire que tu sais chercher l'information. C'est sûrement le plus important sur le parallèle avec l'école. C'est clair. Un point que tu as mentionné, c'est que quand tu fais le diagnostic ou les atterrissages, tu peux voir aussi ton pipe de clients, où est-ce qu'il en est en termes de bénéfices, de rentabilité, etc. Et du coup, en fait, tu peux aller faire un peu le chasseur pour vendre des missions additionnelles sur des clients qui peuvent en avoir besoin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez le temps de faire, que vous faites, ou que en fait, finalement, vous êtes tellement full que en fait, écoute, on verra ça plus tard. C'est un sujet en ce moment qui est venu sur la table il y a même pas un mois, il y a 3 semaines. On le fait pas assez. C'est-à-dire qu'on le fait, mais en réalité, tu vois, l'exemple tout con, le client qui a pas signé chez toi, bon fit, il a pas signé chez toi et tu lui demandes pourquoi. Et il te dit, soit c'est une question d'argent, soit c'était une question de timing. Et normalement, ton CRM te sert à un moment donné à dire, ce mec-là, là, je m'étais bien entendu avec lui, etc. 1 an après, salut, tu vas bien? Alors, ça se passe toujours bien? Tu vois. Ça, on le fait pas, par exemple. Alors qu'en vérité, je pense qu'il y a ce qu'on appelle, nous, sur nos pipes perdus, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Je vois. Et après, effectivement, sur le cross-sell ou l'upsell, peut forcément faire mieux. Ouais. Et je pense que là-dessus, justement, on est en train de réfléchir à comment on fait. On pense que ça doit passer beaucoup par les managers, parce que c'est eux qui décèlent le truc et que nous, on ne peut pas être derrière chaque client pour le coup et continuer de leur proposer d'autres choses. Donc, effectivement, on est en train de mettre des choses en place là-dessus pour faire plus de cross-sell, de sell. Ah oui. Attends, j'ai quelqu'un qui est venu derrière ce micro. Purée, je me rappelle plus c'est qui. Aller déjeuner avec les managers, ils doivent discuter, ils doivent déjeuner avec les entrepreneurs. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ok. Très clair. Peut-être que il n'y a pas suffisamment le temps de faire ça. Il y a un peu un luxe dans l'expertise comptable parce qu'en fait, on manque pas de clients. Ça va, on arrive à avoir des clients. Tu sais, au départ, je me demande si je t'avais pas parlé sur le premier podcast, notre idée avec Cédric, parmi les premières idées qu'on avait mis, on s'était dit, nos clients, on les appellera tous les mois. Alors aujourd'hui, on arrive quand même bon an, mal an à peu près à le faire, mais pas de la manière dont on l'avait vraiment imaginé au départ, qui était juste de prendre son téléphone et de dire « Ah, salut Antoine, comment ça va T'as passé une bonne fête C'est quoi le business C'était quoi tes objectifs cette année ?» Tu vois, vraiment de l'appeler en mode discussion très informelle. Et ça, effectivement, c'est un truc qu'on n'est jamais vraiment arrivé à le mettre en place parce qu'effectivement, en fait, t'es rattrapé par le flux des nouveaux entrants et par le quotidien. Par le quotidien. Donc, en fait, tu peines à le faire. Mais ça reste toujours une idée qu'on arrivera à mettre en place. Mais parce que je pense que ça, tu vois, c'est game changer quand t'appelles le client de manière hyper proactive. Ah ouais, de ouf. Juste pour prendre de ses nouvelles et savoir comment il va. Masterclass, attends. La valeur perçue est ouf, en fait. La valeur, elle est dingue. Ouais. Pour le coup, on a du mal. En fait, tu le fais une fois, on avait fait le point avec François, tu vois, sur ce sujet-là. Tu le fais indirectement, mais pas forcément avec tout le monde. Par exemple, Nicolas, si tu as un client discret, on s'entend bien. Mais que de toi-même, on crée pas une relation, on s'envoie un texto de temps en temps, comment tu vas, etc. Ton quotidien fait que je vais pas le faire. Mais en réalité, c'est une minorité de nos clients parce que la plupart, SMS, etc., téléphone, etc., tu as toujours un moment où tu parles de tout et de rien, mais pas de manière programmée comme nous, on l'avait imaginé avec François. C'est plutôt informel, quoi, comme ça. Exactement. Mais par contre, effectivement, tu peux avoir des laissés sur le côté avec cette méthode-là. Le mec discret, qui fait son travail de son côté, du coup, toi, tu penses pas forcément à lui, alors que tu t'entends bien avec lui, hein, tu vois, il y a même pas de sujet. Mais tu passes pas forcément à lui, du coup, lui, tu vas pas l'appeler. Tu vois. Et c'est là où je pense effectivement, comment, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur cette partie-là, quoi. Hyper clair. Avec l'avènement de la facture électronique, est-ce que
est-ce que ce sera toujours aussi simple, selon toi, de vendre de l'expertise comptable à ce prix-là? Est-ce que ce sera du coup plus facile d'avoir des gains de productivité? Est-ce que ce sera vraiment vrai? C'est quoi un peu votre thèse là-dessus, là, avec ce que vous pressentez? Est-ce que vous préparez un peu les clients, là? François, j'harcèle les clients pour qu'ils signent le mandat et qu'ils puissent être PDP. Je pense que sur l'expertise comptable, effectivement, tu vas avoir des tensions sur les prix. Mais en fait, vu que c'est pas ça notre business model pour nous et que l'expertise comptable, encore une fois, c'est le produit d'appel, qui nous permet de vendre d'autres choses. En fait, je pense qu'effectivement, on va peut-être perdre un peu en expertise comptable. Par contre, sur le reste, je pense qu'on va pouvoir vendre encore plus de missions beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, tu vas perdre dans une poche, mais tu vas récupérer 3 ou 4 fois dans une autre. Et et en fait, ce qui est con, entre guillemets, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand je fais le chiffrage, en réalité, la part que je consacre à ce qui va potentiellement disparaître avec la facturation électronique, en termes de montant, elle est ultra faible. Ça, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est que tu la chiffres forcément parce que tu peux pas. Il y a quand même un mec qui va bosser, donc même tu as toutes les théories qui disent faut pas que tu fasses tes prix selon le temps passé, etc. T'es obligé quand même d'y penser. Tu peux pas. Quand même, on vend du temps, même si tu essaies de décorréler ça et tu essaies d'apporter de la valeur. À un moment, faut que tu penses que ton gars qui fait la saisie il te coûte X. S'il va passer 3 heures sur la saisie, tu peux pas le vendre gratuitement. Enfin, du moins aujourd'hui, tu peux pas. Peut-être que demain, cette personne-là, et tout l'enjeu, c'est l'accompagnement justement de nos équipes. C'est peut-être que demain, cette personne-là qui aujourd'hui passe 60% de son temps à faire de la saisie, du rapprochement bancaire, etc., va peut-être en passer 30. Donc tu recruteras moins sur ce poste-là, mais surtout, il va falloir le faire monter en compétence, cette personne. Oui, tu vois, c'était ma question en fait. Tu vas faire quoi de cette compétence, entre guillemets, perdue, qui n'apporte plus de valeur sur le fond du métier? Est-ce que tu le formes? Deux possibilités. Soit le mec, il a envie. Je leur ai déjà dit l'année dernière en séminaire, on leur a dit, ou il y a 2 ans. On a parlé au début de. Ouais, c'était au ski, donc il y a. C'était l'année dernière. Là. On a commencé vraiment à insister sur les chats GPT, les IA, etc., encore plus qu'avant. Et on leur a dit clairement, de toute façon, il y aura 2 types de collabs. Celui qui va prendre le train et qu'au final va développer ses compétences grâce à ces outils-là, grâce à de la formation, etc., et qui, du coup, lui, ne sera pas forcément affecté par cette problématique-là. Et le mec qui n'a pas envie d'aller plus loin. Et lui, potentiellement pour lui, et si ça nous arrive, ça se trouve, on devra le faire, c'est à un moment donné, t'as plus de taf pour lui. T'as plus de taf, quoi. T'as plus de taf. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est la réalité. Ouais. Malheureusement, tu arrêtes le contrat. Et même si t'as pas envie, s'il a pas pris le train, après, t'as pas d'autre possibilité, quoi. Très clair. Du coup, en termes d'IA au sein du CAB, et vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous avez poussé des choses? Vous avez mis des choses en place? Mis à part les réunions qui sont enregistrées? Je me rends pas compte si on a mis plus de choses en place que d'autres, mais on a déjà donné des formations au collab sur les IA pour qu'ils puissent bien les utiliser et bien savoir les utiliser. Quelle IA utiliser, comment les paramétrer, comment faire les prompts. Ok. Et ça, on l'a fait, ouais. Ouais, ça, on l'a fait. Après, et c'est quoi? Est-ce que vous avez un cas d'usage qui a été vraiment intéressant pour vous d'utiliser l'IA? Ou ça, vous sentez que ça vous a fait soit progresser, soit ça a augmenté la valeur pour le client, soit ça a fait gagner du temps ou pour le collab? Nous, on a, avec Hamza, du coup, un de nos collaborateurs, on a utilisé différentes IA pour créer, on va dire, une matrice de présentation bilan pour les clients plus petits. Et ce qui fait que là, c'est en train d'être mis en place. On fait les premiers tests, on a fait les premiers tests là. Où en gros, on anonymise la donnée. On la fout sur ChatGPT, Gemini, etc. On lui demande de nous ressortir des anomalies qu'on n'aurait potentiellement pas vues. À partir de là, on lui dit, nous, on a créé un prompt en fait, qui nous donne en fait, une matrice de slides qu'on veut. De là, il nous crée le prompt pour ce client-là avec l'information qu'il a. Ça, on le fout sur, j'ai plus le nom de l'outil, Gamma, pour créer, on va dire, des petits tableaux sympas. Et en vérité, aujourd'hui, on présente ça au client. Franchement, ça doit prendre quoi 20 minutes à faire. Ouais. Et en vérité, ta valeur par rapport à quand... Ouais, de ouf. C'est les petits clients, ce que je faisais, c'est je prenais à l'ancienne. C'est les petits clients, t'as pas grand-chose à raconter, tu prends la plaquette, tu redescends la plaquette, tu lui dis là, ça va pas, là, ça va, hop. Là, en vérité, tu viens avec une nouvelle valeur pour des clients qui ont moins de besoins,
mais qui vont se dire, ah ouais, c'est super cool en fait comment c'est fait. Carrément. Tu vois, donc ça, c'est la vraie valeur. Et l'autre chose que je suis en train de mettre en place, on a un service juridique qui est géré par moi où on n'a pas assez de volume de juridique pour pouvoir embaucher sur le juridique. Et en gros, je suis en train de créer via les Gemini, etc., des assistants là, pour aider les équipes à avoir des templates assez rapidement en fonction de ce qu'ils veulent faire, que directement la bonne AG se met, etc. Ouais, bien sûr. Pour ensuite combiner avec notre outil de juridique qui est Alex Legal, tu dois connaître. Ah oui, je connais. Ouais, de Alex Legal, pour en fait que ça aille plus vite et que je me décharge de cette partie-là. Carrément. Mais en vérité, qui va faire le travail de analyse, parce que les collaborateurs n'ont pas forcément la formation adéquate, bah, ça va être l'IA en fait, tu vois, qui va faire cette partie-là. Ouais, carrément. Donc oui, on pour moi, l'utilise de plus en plus. Ouais, pour moi, c'est franchement l'IA bien utilisée. Franchement, c'est game changer. Moi, au début, j'étais réfractaire. Hein. Lui, il commence à utiliser, moi, j'y touchais pas. Et aujourd'hui, en vérité, tu vois, si tu viens chez moi, j'ai mon écran de l'ordinateur portable et j'ai 2 écrans. Il y en a un, c'est les outils IA. Du coup, tu parles même plus à personne. Écoute, hop, allez. T'as un truc où t'as tout le temps le chat GPT, le Gamma et le Gemini. Ouais. Généralement, c'est les 3 que j'ai là, qui sont à côté des autres et tu utilises celui que tu as envie d'utiliser, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, il y a 1 an et demi, je faisais pas ça. Hein. Comment vous fonctionnez tous les deux dans la prise de décision? Est-ce que quand toi, tu as une idée, forcément, tu discutes avec Cédric, inversement, toi, tu discutes avec François? Est-ce que vous avez des latitudes pour certains sujets où vous n'avez pas besoin de discuter avec l'autre? Comment ça fonctionne un peu votre organisation, l'association? On est 3 maintenant. Ah oui, 3, c'est vrai. On est Alexandre, on fait des séminaires associés. On en fait 3-4 par an, tous les trimestres en gros. Et c'est là où on parle des décisions vraiment importantes, où on prend les grosses stratégies. Après, sur le quotidien, il y a quand même, on a pas mal de latitude. On n'a pas vraiment de règles écrites. Tu vois, on est assez grand pour se dire à ce sujet-là, juste moi, je suis pas totalement confiant sur le sujet, donc j'en parle avec Cédric, ou Cédric m'en parle pour me dire, tiens, t'en penses quoi? Est-ce que tu ferais comme ça ou est-ce que tu ferais pas comme ça? Et il y a sur plein de sujets, on y va tout seul parce qu'on sait que c'est pas significatif. Ouais, il y a un an maintenant, on a fait un truc qu'on n'avait pas forcément fait au départ, c'est qu'on s'est séparé les rôles. Au début, tout le monde faisait la même chose. Et là, tu vois, par exemple, la fonction finance, c'est plus Alex. La fonction automatisation marketing, c'est François. Moi, je suis plus sur la partie RH. Tu vois, nos fonctions au sein de l'entreprise ont un peu changé. C'est-à-dire que même dans l'esprit des collabs, ils savent plutôt à qui s'adresser pour un sujet. Exactement. Le RH, c'est Cédric. L'IT, c'est pour moi, tu vois. L'IT, c'est François, effectivement. Ça m'étonne pas du tout. Et ouais, donc du coup, c'est un peu réparti les rôles. Sur nos rôles, on a chacun notre liberté. Mais effectivement, quand c'est une décision vraiment stratégique, t'en parles aux autres, tu vois. Mais comme le dit François, c'est naturel en fait. C'est naturel, c'est bien. Tu vois. Tu sais, si t'es pas confiant à 100% sur ce que tu vas faire, ou si ça engage un risque trop important pour le cabinet, tu en parles à l'autre. Tu en parles aux 2 autres, du coup, puisqu'il y a Alex aussi. Tu en parles aux 2 autres, et on a un groupe WhatsApp, tu poses le sujet, t'attends pas forcément le trimestre, tu vois. Et t'avances comme ça. Pour le coup, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça marche plutôt bien, tu vois. C'est sur le. En termes d'associés, nous, on se met tous. On s'en fout de qui a quoi au capital, tu vois. On se met tous sur le même pied en termes de droit à la parole, même en termes de rémunération. On a tous la même rémunération. Et pourquoi? Parce qu'on part du principe on est tous sur le même bateau et je vais pas aller voir si François a bossé plus ou moins que moi. Je m'en fous complètement. Je sais que je dois bosser pour faire mon truc. François sait qu'il doit bosser pour faire son truc. S'il y en a un des 2 ou des 3 qui est dans la merde parce que, entre guillemets, il n'y arrive pas, tire à sonner d'alarme. Salut les mecs, j'ai besoin d'aide, venez m'aider. Point. Mais je vais pas aller voir si Alex à Paris est tranquille chez lui à 18h ou s'il bosse jusqu'à 23. Ça me regarde pas. Tu vois. Et du coup, justement, alors c'est quoi la gestion managériale que vous avez avec vos équipes? Est-ce que y en a un qui est dévolu? Ou alors est-ce que les 3 vous répartissez un nombre de collabs en fonction du job? C'est quoi un peu le... On le fait par activité. Ouais, par activité. Et moi maintenant, on a recruté Clément là, sur la partie DAF externalisée. En fait, on va dire j'ai 2 bras droits. Et même Alex, il est tout seul sur la partie management de transition, mais moi je continue d'aider Alex sur la partie management de transition que lui gère d'autonomie.
Et mon idée, c'est que Clément, il gère la partie DAF en autonomie. Et moi, je garde la partie management sur le parti office management et recouvrement. Ah oui, ok. Mais tu vois, Clément, il a ses équipes. Alex, il a ses équipes. Moi, du coup, je pilote un peu ce que fait Clément et Alex. Et j'ai la partie recouvrement. Et Cédric, c'est un peu de la même manière. Mais en fait, lui, il a son relais, c'est les managers. Ok, très clair. Vous êtes passé de 0 à 30, donc enfin de 2 à 30 plutôt. Quelles sont les typologies de profils que vous avez recrutés? Pourquoi là? Comment vous avez choisi plutôt les profils que vous avez recrutés en interne? Et comment vous les faites adhérer au projet Rallye Conseil? Et c'est quoi un peu aussi la vision que vous portez sur les, je sais pas, 5, 10 prochaines années? Parce que tu vois, vous avez le t-shirt, quoi, donc vous êtes marqué quand même sur le fer, sur la brain. Donc je sais pas si François, tu peux répondre à cette question déjà et compléter naturellement, Cédric. Effectivement, on essaie quand même, tu vois, on n'en a pas parlé, mais ceux qui nous suivent, ils le savent, on est tous en télétravail, donc on a ce sujet quand même de marque employeur qui est importante pour nous. Mais les séminaires, ils nous aident beaucoup. Tu vois, moi, quand je discute avec les équipes souvent, elles me disent franchement, j'ai plus le sentiment d'appartenance à la marque de rallye que je l'avais dans un autre cabinet, alors que pour autant, je voyais les gens tous les jours. Parce que quand on fait des séminaires, ça crée vraiment des liens forts, puisqu'on fait on fait beaucoup d'activités ensemble, etc. Donc ça aide. Les profils, à chaque fois qu'on a recruté, c'est des profils qui devaient déjà s'adapter très bien au télétravail. C'est le premier élément. Je trouve que c'est à peu près tous des profils qui sont heureux. Tu vois, en tout cas, moi, et je pense que Cédric aussi, on a besoin de gens qui sont en face de nous et qui ont tout le temps le sourire, etc. Pour qu'on travaille tous dans la bonne humeur. Donc ça, c'est hyper important dans les qualités. Et qui ont la réactivité qu'on attend. Ok. Et toi, alors, du coup? Moi, au début, les recrutements, je les faisais beaucoup au feeling, c'est-à-dire que aucun test, c'était vraiment feeling. Je me vois ou pas bosser avec cette personne au quotidien. Ça marchait très, très souvent. Des fois, ça n'a pas marché, on se le dit honnêtement. Ça n'a pas marché, mais tu le vois très rapidement. En réalité, c'était beaucoup sur ça, donc un peu sur les valeurs que François disait, c'est que les travail, c'est aussi un atout, mais c'est aussi une problématique. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent venir chez toi uniquement pour le télétravail. Et ça ne peut pas être la seule source de motivation du collaborateur, c'est de venir parce qu'il y a du télétravail. Ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que tu essaies de pousser un peu plus loin la conversation. Si le mec, pendant l'entretien, il me parle que du télétravail, c'est sûr que je ne le prendrai pas, par exemple. Tu vois, parce que je me dis, il va pas réussir à aller sur ces valeurs-là. Un truc que je faisais au début, que je faisais moins, c'est que du coup, je regardais la volonté de venir avec nous dans le même bateau que nous, en expliquant, maintenant je le fais moins parce qu'on a grossi, mais j'expliquais qu'on était un jeune cabinet, qu'on se construisait, et je demandais toujours un effort salarial par rapport à ce qu'ils gagnaient avant. Tu vois, en leur disant, dans 1 an, c'est rattrapé, c'est même augmenté par rapport à ce que tu gagnais avant, si tout se passe bien, tu vois. Et tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont encore là ont eu ce truc-là, me dire, bah, tu sais quoi, oui, je vais rester à la maison, je vais pas faire 1h30 de transport sur la région PACA, tu vois, par exemple. Frais d'essence en temps, c'est énorme. Je veux bien baisser mon salaire parce que j'ai envie de rejoindre le projet. Et en vérité, aujourd'hui, ils ont tous été récompensés. Ils gagnent tous plus que ce qu'ils gagnaient avant. Donc ça, c'est un peu aussi un petit truc que je faisais pour voir si le mec était vraiment motivé. Et ensuite, ouais, enfin, moi, pour le coup, c'est comme disait François, c'est tous dans nos travails, on a des choses qui nous embêtent plus que d'autres. Mais l'idée, c'est que tu peux pas avoir des gens dans un esprit où tu es en train de faire évoluer quelque chose, que ce soit un cabinet ou une autre entreprise, tu peux pas avoir des gens dans un mauvais mood, tu vois, général, tu vois. Donc effectivement, ça t'éteint, mais direct. Voilà, si le mec, lors des entretiens, il a pas le sourire, qu'il rigole pas avec toi, nous, on les met à l'aise direct, tutoiement et tout, et que le mec, il arrive pas à me sortir un tutoiement au bout d'un quart d'heure de conversation, je me dis que ça va être compliqué. Ouais, tu vois, ça va être compliqué parce que si t'arrives pas à te débrider, c'est pas notre personnalité, tu vois. Nous, on rigole, enfin, les collaborateurs, je rigole comme je suis en train de parler avec toi, comme je rigole avec François. Ils savent que c'est nous les patrons, mais ils savent qu'ils peuvent tout nous dire aussi, tu vois. Ça, je respecte toujours les gens, etc. Mais on a une relation de collègue alors qu'on n'est pas collègue, tu vois. Carrément. Donc,
Donc moi, c'est ce que je recherche chez les gens. Maintenant, on a mis 2-3 petits tests de sécurité parce que comme en fait, on intervient des fois moins dans le recrutement, donc en fait, on a mis un petit test de sécurité. François a un truc un peu plus costaud que moi sur sa partie. Moi, j'ai un petit test très simple. Et tu le fais avec ChatGPT, tu arrives à sortir les réponses, tu vois. Mais justement, tu vois, je me souviens avoir dit du coup à quelqu'un qui est chez nous, tes réponses, elles sont bien, je vois que ça a été ChatGPT, mais ça me va. Tu vois, entre guillemets, ça me va parce que tu as su utiliser l'outil, tu vois ce que je veux dire, d'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, on fait ce petit test-là parce qu'on a eu quelques petites déconvenues sur des gens qui nous ont dit qu'ils savaient faire, etc. Et au final, sur le terrain, bah, malheureusement, tu n'avais pas encore l'expérience pour savoir faire. Okay. Donc, pour ça qu'on l'a mis en place. Il ressemble à quoi votre process de recrutement? Maintenant, il est sympa, mais avant, c'était catastrophique. Alors, c'est quoi le process de recrutement qui est le plus équilibré, qui fonctionne, quoi? Ni trop, ni pas assez. C'est un peu le même qu'on a en fait chez les clients, tu vois, quand les candidats ils veulent nous contacter, ils nous contactent sur le site internet. Automatiquement, la candidature, elle arrive dans Pipedrive chez nous. On classe la candidature si déjà il y a une offre en cours sur laquelle on peut être intéressé. Dans ce cas-là, ils reçoivent un mail directement pour qu'on puisse faire un entretien. Soit, en fait, il n'y a pas d'offre en ce moment, mais le profil, il nous intéresse. Et donc, en fait, on garde les CV pour se dire, OK, le jour où on va avoir quelqu'un, on sait qu'on va pouvoir aller dans cette liste et leur demander s'ils sont toujours ou pas dispo et intéressés. La personne reçoit, dans Pipe, on passe par exemple le candidat qui nous intéresse dans une case où on dit on est intéressé, mais pour l'instant pas de poste. Le mec reçoit un mail en automatique en disant bah écoute, on garde ton CV, pour l'instant on n'a pas de poste, mais on a gardé ton CV. Ou à l'inverse, si le profil nous intéresse pas du tout, tu as une autre case où il reçoit un truc en disant on t'appellera jamais, tu vois. Enfin, je comprends. Tu vois, donc c'est pas mal automatisé, effectivement, c'est pas mal ça. Trop bien. Et après, sur le process en tant que tel, une fois qu'on rencontre les candidats. Est-ce que toi, tu rencontres direct ou toi, est-ce que ça passe par quelqu'un d'autre en amont? Maintenant, ça passe souvent par quelqu'un d'autre en amont. Enfin, en tout cas, moi, sur ma partie, ça passe toujours par quelqu'un en amont, avant moi. C'est un collab, c'est le manager? Ouais, c'est le manager. Enfin, en tout cas, moi, c'est Clément sur la partie ou Véronique sur la partie recouvrement office management. Et Alex, lui aussi, de son côté, il gère. Et après, moi, je rencontre en dernier. En fait, après la première rencontre, on leur envoie le test. Ils répondent, ou des fois, ils répondent pas au test. Et ensuite, c'est moi qui les rencontre pour le dernier volet. Et du coup, dans la trame de questions, dans la trame d'entretien, est-ce que Véronique, elle challenge le candidat sur certains éléments qui font qu'il peut passer à l'étape d'après, ou alors c'est un peu comme on le sent? Si. Non. Et en gros, la première étape, effectivement, l'idée, c'est est-ce que toi, déjà, tu voudrais bosser avec cette personne? Est-ce que tu penses qu'elle a les capacités, etc. Le test, il finit de terminer sur la capacité, mais est-ce que déjà, toi, tu dois travailler avec cette personne? Donc, c'est plutôt un fit culturel aussi. Ouais, et c'est un fit culturel. Et moi, quand je la rencontre, c'est global. Mais c'est très, très culturel. Enfin, est-ce que tu te sentirais bien avec nous? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Moi, j'aime bien savoir un peu. Et souvent, c'est ce que je dis aux candidats. Il n'y a pas de bonne réponse. Si tu me réponds que tu veux te barrer dans 2 ans pour monter ta boîte. C'est une raison, quoi. Franchement, c'est une bonne vision et well done. Mais si on peut s'amuser pendant 2 ans ensemble, très cool, tu vois. Ouais, donc, moi, c'est très fit avec la personne. Est-ce que je la sens dans Rally? Est-ce que je sens que le télétravail, ça peut lui aller? C'est principalement ça. Moi, je fais l'inverse. C'est moi qui rencontre en premier. Mais sur le même principe, François, généralement, quand moi, tu me rencontres, c'est pour discuter de la pluie et le beau temps, tu vois. Enfin, voilà, je feeling, tu vois, voir si ça match ou pas. Si je considère que ça match, effectivement, on envoie le test. Et en parallèle, on fait le deuxième entretien avec un manager ou François en fonction des postes. Ça dépend du poste. Donc, j'ai un deuxième avis. Et si le test est plutôt pas mal, que le manager se voit bosser avec lui, parce que souvent, je mets le manager avec qui la personne va bosser. Par contre, quand tu recrutes le manager, c'est là où François fait le deuxième entretien. Donc, du coup, si le manager me dit pas, je me vois bien bosser avec ce mec-là, bah, du coup, si le test est concluant, on le prend. Et parce qu'au moins, tu vois, on l'a fait là. Tu as David qui nous a rejoint en septembre. Samira, avant, on l'a rencontré. Et elle-même nous a dit j'ai bien envie de bosser avec lui, quoi. Tu vois, le profil me plaît bien. Ça se passe hyper bien, en fait. Ça fait 3 mois, elle est hyper contente, il est hyper content. Et en vérité, vu que je savais qu'ils allaient bosser ensemble, si de base ça ne fit pas, parce que je sais pas, il y a un trait de caractère qui te convient pas, tu vois, ça sert à rien. Ouais, non, mais carrément. Ça sert à rien. Est-ce que
Est-ce que vous avez déjà eu le cas où, par exemple, toi, François, Véronique qui a dit « Ah, franchement, lui, il est ouf », tu vois? Et toi, tu dis « Ah, franchement, pas ouf ». Ouais, ça arrive. Mais- Là, on a eu le cas, on a recruté pour Clément une RAF. Et effectivement, il y en a un où Clément, il a adoré. Et moi, je disais, il est très bon. Techniquement, effectivement, tu as raison. Ok, Incroyable. Par contre, pas du tout la culture, ça marchera jamais. ok. Et donc là, cette personne, vous la recrutez pas? Non. Quand il y a ce cas de figure, vous recrutez Ouais. pas. Est-ce que... De toute façon, dans le recrutement, enfin, je pense que je te l'avais déjà dit la première fois, mais quand il y a un doute, Ah, c'est dead. il n'y a pas de doute. Les peu de fois où on a dérogé à cette règle, Ah, tu on veux s'est pas tout te le casser la temps, figure, on quoi. s'est tout le temps fait avoir. C'est Mais je te vrai. dis tout le temps. C'est pas Ah, genre, purée, c'est ouf. il y a aucun truc où tu as eu un doute et au final le doute c'est Et a pourtant, changé. tout le monde te le dit. Hein. Quand tu as un doute, faut pas y aller. Mais en fait, tu es là, ouais, mais j'ai besoin de recruter. Peut-être. Donc en Ouais. fait, tu regardes ton besoin, Exactement. mais pas la situation telle qu'elle est vraiment. Et en fait, c'est vaut mieux rater un bon recrutement que d'en faire un mauvais, quoi. Ouais, c'est, Tu vois. tu peux perdre 3 mois. Et 3 mois, c'est gigantesque. stratégique. Plus que 3 mois. c'est, Ouais. Généralement, tu perds 6 mois. ouais, Ouais, tu perds même 6 mois. Ouais. C'est gigantesque. Ouais. Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Ok. Du coup, c'est quoi un peu votre lecture là du marché dans l'expertise comptable en mode le généraliste il peut plus réussir, il faut être spécialisé, les petits cabinets ils sont dead, il y a que les gros qui vont marcher, il y a la financiarisation. C'est quoi un peu toi, c'est quoi ta position et ton opinion là-dessus? Moi, le côté généraliste spécialiste, je suis pas forcément convaincu. Parce que je pense que si. Alors, je suis pas convaincu dans le sens où bien sûr que si tu te spécialises, je pense que tu vas plus vite. Tu as peut-être une meilleure acquisition client, etc. Enfin, c'est à peu près certain. Mais en fait, si tu n'as pas envie de te spécialiser et que tu aimes bien un peu tout faire, tu vas pouvoir avoir des clients, tu vas arriver à te développer. Si tu as cette fibre un peu entrepreneuriale, tu trouveras d'autres canaux d'acquisition. Ouais. On est sur un métier où c'est quand même assez facile, entre guillemets, d'acquérir des nouveaux clients. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il faille forcément se spécialiser si on n'a pas envie, si on n'a pas un secteur qui nous plaît particulièrement, autant rester généraliste. Sur le fait que les gros vont plus réussir, franchement, c'est assez dur à dire. Moi, je suis pas forcément convaincu parce que les petits moyens, ils ont toujours des arguments de proximité, effectivement, c'est l'expert comptable. Moi, j'ai bossé chez KPMG, hein, donc je sais ce que c'est. Et quand je rencontre un dirigeant qui me dit j'hésite entre vous et une Extinso, Ridge ou autre, tu peux hésiter et je comprends, tu as une belle marque en face, etc. La différence, c'est que aujourd'hui, je peux te donner cet argument. J'espère qu'un jour, je ne pourrai plus te le donner. Mais tu sais que tu pourras m'appeler. Tu viens chez nous, tu pourras m'appeler quand tu veux et c'est moi qui te répondra. Quand tu vas dans un big, l'associé, c'est un associé. Et moi, je le voyais quand je bossais chez KPMG. Je le voyais plus beaucoup, quoi. Et c'était Même toi, tu le vois pas. même toi, tu le vois pas. Et c'est l'alternant qui bossait, tu vois. Ah ouais, Donc, okay. Donc, je pense que on aura toujours, enfin, les petits, entre guillemets, auront toujours des armes. Et après, sur le sujet de la financiarisation, il y a plein de choses en ce moment que c'est impossible de savoir. Je suis curieux de voir, effectivement, dans 5 ans, si il y aura ces retours sur investissement, qu'est-ce que feront les cabinets qui sont vendus, qui pour l'instant restent quand même dans ces sociétés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Franchement, c'est impossible à savoir. Peut-être qu'ils vont réussir et franchement, je leur souhaite. S'ils réussissent, ce sera très, très beau. Je te pose la question après. C'est quoi les canaux d'acquisition qu'on a? Ouais. Beaucoup de sites internet. Okay. Donc c'est quoi? Parce que vous faites du marketing? Parce que vous êtes visible? Parce qu'on a un SEO qui est plutôt pas mauvais. Donc ça nous aide. On a un peu de Google Ads aussi qui nous aide. Ça, c'est beaucoup nos clients. Le côté prescription client qui est quand même énorme dans le métier. Et après, notre réseau à nous de rencontres qu'on peut faire à droite à gauche. Je pense que c'est les 3-4 principaux. Oui, c'est 3-4 principaux. Le copain qui t'appelle, j'ai un pote, il cherche un expert comptable, est-ce que tu veux le prendre? Ouais, ça, on va dire que c'est régulier. Je pense que les clients, l'apport client, je pense qu'on pourrait faire mieux. Parce que tu sais, tu sollicites pas tes clients en disant je suis à la recherche de nouveaux clients. Donc, ils vont le faire d'eux-mêmes quand ils ont un copain à table, entrepreneur, qui n'est pas content de son expert comptable. Mais en réalité, je pense qu'on pourrait faire autre chose pour les inciter à dire à leurs copains de venir chez nous, tu vois. Chose qu'on fait pas. Parce que tu vois, on parlait avec François il y a 3 semaines dans notre dernière réunion associée où, mais
on a 400 clients. Il y en a 50% qui te ramènent un client. Ah, mine de ouf. rien, tu as fait 50% de croissance. Ouais. C'est juste sur de la reco, tu vois. Ouais, c'est, ah non, mais c'est, franchement, mais ce business de l'expertise comptable, mais franchement, mais, autant il est dur, mais autant, franchement, ouais. c'est un terrain de jeu qui est incroyable, tu vois. Et après, pour te répondre sur, tu sais, tu disais Ouais. spécialisation, pas spécialisation. Je suis d'accord avec François. Marketingement, commercialement, quand tu te spécialises, je trouve que c'est un beau vecteur. Parce qu'en vérité, tu vois, les gens, ils aiment bien avoir le spécialiste d'eux. Nous, on a fait le choix. Quand nous demande quelle est votre spécialité, moi, ce que je réponds, c'est on accompagne les entrepreneurs ambitieux. Tu vois, c'est concrètement, on accompagne les entrepreneurs qui veulent grossir. Vraiment, qui veulent. Et notre but, c'est de les aider à grossir. Peu importe que tu fasses du e-commerce ou que tu sois dans le BTP, si tu as cette même volonté-là de grossir, on est sûrement fait pour t'accompagner. Et après, les problématiques secteurs, si tu as le budget en face, tu t'adaptes, tu te renseignes, tu cherches, etc. Effectivement, peut-être un mec qui va être spécialisé dans l'e-commerce, là, comme nos amis, là, je ne me souviens plus du nom du cab, Il est à côté. qui est à côté là, de chez toi, là. Bon, bref. Eurofiscaliste. Ouais, Eurofiscaliste, qui sont top et ils ont une spé qui est super. Ils sont sur cette verticale-là qui est super. En réalité, ils vont être meilleurs que nous sur certains points. Mais de l'autre côté, peut-être qu'ils s'amuseront moins que nous. Je parle bien en amusement, Ouais, tu vois. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, comme disait François tout à l'heure, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va le gonfler de faire du e-commerce. Ouais, je vois. Alors que nous, on a plus ce truc. Moi, j'adore passer d'une entreprise du BTP où le dirigeant a une mentalité de fonctionnement qui est complètement différente Tu du m'étonnes. mec de la start-up qui a de 26-27 ans, qui est beaucoup plus smart et en avance sur le temps. Et en fait, j'adore, moi, tu vois, passer de l'un à l'autre où les deux sont top à leur manière. Ouais, carrément. Tu vois, et ça, je me verrais pas faire que du BTP parce que à un moment donné, les mecs du BTP, je les adore, mais ils sont assez crus, etc. Et je pense qu'au quotidien, c'est fatigant. Ils sont à 7h du matin, ils sont sur le chantier. Voilà, mon gars, tu vois, donc c'est fatigant. Et à l'inverse, je pourrais pas être que sur de la start-up parce que le mec de la start-up, il est hyper volatile, il part dans tous les sens et au bout d'un moment, c'est bien de discuter avec des gens qui sont un peu canalisés, qui sont un peu sur leur chemin, on va dire, et qui avancent, on va dire, de manière sereine et pas qui partent dans tous les sens. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie, que je pense pas que ça soit la solution miracle. Ok. La financiarisation, comme François, j'attends de voir. Ça se trouve, des mecs vont faire des... Si on parle que argent, ça se trouve, il y a des mecs qui vont faire du x6, x7, et vont être heureux toute leur vie. Mais je suis curieux de voir, parce qu'on est dans un métier réglementé. Je me demande comment... Je me vois... Enfin, j'arrive pas à comprendre comment ça va se passer aujourd'hui. Masterclass, mes chers amis. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. On arrive déjà à la fin. Si nos chers étudiants, collaborateurs, managers ou peu importe ceux qui gravitent dans la profession comptable et financière, ils peuvent vous rejoindre où? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn ou sur le site internet de Rallye Conseil. Ok, je mettrai tout ça en description de cette vidéo. Merci Cédric. Merci à toi. Merci Nicolas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à le partager, à liker, à mettre aussi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça me donne un peu de dopamine et ça me donne envie d'aller chercher des invités toujours plus inspirants les uns que les autres. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!